Hello! Hello! Bienvenue dans le 3e épisode du podcast La vie la vraie. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du travail, qu'on connaît bien parce qu'on s'est rencontrés justement sur notre lieu de travail. Oui. On était collègues et on a vécu des trucs pas très cool dans notre expérience professionnelle. Non. Comme à peu près beaucoup de monde, parce qu'on passe énormément de temps sur notre lieu de travail. Souvent, on côtoie beaucoup plus nos collègues que notre famille, nos amis. Ouais, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps et on voit beaucoup plus... Nos collègues. Oui. Au final, on les voit 35 heures plein, vraiment non-stop. Quand on fait que 35 heures. Oui. Si on a la chance de faire que 35 Exactement. heures. Qui est à peu près le cas de personne. C'est ça, exactement. Et Kim nous a fait des petites recherches, parce que Kim est Madame Chiffre, comme vous le savez maintenant. Je suis dévouée. Et donc on fait vraiment beaucoup, on fait n'importe quoi, on passe vraiment beaucoup de temps au travail. Et il y a des études qui ont été menées et qui dit que 80% des gens s'ennuient au travail. Ouais. C'est énorme. Oui. Parce qu'on y est effectivement entre 8 et 9 heures par jour, plus la pause déj. Certes, c'est pas un moment où on travaille, mais on est en général sur notre lieu de travail, donc on va dire 10 heures par jour au travail, sachant qu'on dort en moyenne 6 heures. Donc sur une journée de 24 heures, il reste plus grand chose. Donc si on passe déjà 10 heures de notre journée à s'ennuyer sur 40 ans de carrière, ça fait, c'est beaucoup, hein. Ouais, ça fait vraiment beaucoup, sachant qu'en général, hors certains métiers, les Français, ils ont quoi, 5 semaines de congé par an ? C'est ça. Donc il y a 5 semaines dans l'année où ils peuvent faire autre chose et vraiment penser à autre chose et pas juste au travail et au fait que c'est pas très passionnant ce qu'ils font, quoi. Bah, ils disent justement que dans ces 88% exactement des gens qui s'ennuient au travail, ils sont pas passionnés par leur travail non plus. Ma phrase ne veut rien dire du tout. C'est ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a compris. Oui. 80% ennui et pas passionné. C'est les infos qu'il fallait retenir de ma phrase. Mais oui, ils sont pas du tout passionnés par leur travail. Quand on parle de 88% des gens donc, en France, ça me fait un peu peur quand même. Bah du coup, est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est une chance d'avoir un métier passion ? J'ai l'impression que quand tu vois les chiffres, maintenant, c'est vraiment un point positif du travail. Et limite, on a vraiment de la chance d'être passionné par ton travail, quoi. Ouais, et de s'épanouir. C'est ça. Surtout. Du coup, 58% des Français voient le travail simplement comme une chose nécessaire pour subvenir à leurs besoins. C'est triste. C'est triste, ouais. Je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ces chiffres, c'est de me dire putain, c'est triste. Surtout que tu passes ta journée complète au travail. Donc tu subis ton travail pour juste pouvoir subvenir à tes besoins, sachant qu'on va pas se mentir, actuellement 2023 a été une année difficile pour beaucoup de Français, 2024 risque de l'être également pour plein d'autres Français. On voit encore aujourd'hui ce qui se passe entre les grèves, les mouvements sociaux, etc. Ouais, c'est compliqué de te dire que tu vas travailler dans un métier que t'aimes pas trop pour subvenir à tes besoins, mais est-ce que vraiment t'arrives à subvenir à tes besoins ou aux besoins de ta famille ? Même pas forcément en fait. C'est vrai, mais je pense que ça change de plus en plus, surtout depuis justement la pandémie, le Covid, les confinements. On a été beaucoup chez soi, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de se recentrer sur soi, d'avoir des passions. Ouais. Je pense que le Covid a permis à des gens de se découvrir eux-mêmes et de découvrir de nouvelles passions. Et on le sent depuis 2020-2021 qu'il y a eu beaucoup de démissions, que les gens recentrent un peu plus le travail dans leur vie et se disent que c'est du temps de perdu. Ouais. Donc si c'est pas une passion, s'ils y prennent pas un minimum de plaisir, je pense qu'ils se disent que ça sert plus à rien, quoi. Ouais, il y a une réelle prise de conscience. C'est ça. De perte de temps au final. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr, carrément. Et puis on entend de plus en plus de personnes qui disent qu'ils en ont un peu marre d'aller travailler pour enrichir aussi. Des patrons, alors que eux ils sont pas forcément ils aiment pas forcément ce qu'ils font, ils gagnent pas non plus super bien leur vie, etc. Donc ça a pas mal changé. Le Covid il a beaucoup aidé et est-ce que c'est pas plus mal au final ? Moi je pense que c'est bien. Ouais. En fait, je pense que le Covid et Génération Z,
ils ont vraiment mis un coup de pied, si je peux me permettre, vraiment à tout le milieu du travail, etc., à tous les codes qui avaient été construits autour du travail, et ils sont en train de tout renverser. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça modernise vraiment le monde du travail. Exactement, les façons de faire. De recruter. Aujourd'hui, c'est limite si c'est pas toi qui fais passer un entretien à l'employeur plutôt que l'inverse, parce qu'il y a un turnover de fou dans les entreprises, mais on le reverra ensuite. Mais ouais, je pense que pandémie, nouvelle génération, ça va amener des choses et je pense que positives. Les gens ont pris vraiment conscience qu'ils avaient vraiment leur place dans l'entreprise et que les entreprises sans eux ne pouvaient plus tourner. Exactement. Et avant, quand tu allais à un entretien d'embauche, tu étais vraiment dans une posture de c'est pas toi qui décide, c'est l'employeur. Oui. Alors que maintenant, c'est en train de tourner. Et c'est maintenant à la personne qui cherche un travail qui prend le dessus en disant qu'est-ce que tu as à me proposer dans ton entreprise et je suis capable de te dire bah non, je ne viendrai pas. Ouais, exactement. Parce que tes valeurs ne me correspondent pas, je sais pas, ce que tu me proposes en termes de temps de travail, on en parlait tout à l'heure à deux, mais si les entreprises ne proposent plus de télétravail, maintenant les gens pour eux, osent dire bah non, votre entreprise ne m'intéresse pas. Ouais. Alors qu'avant c'était mal vu de dire ça et que personne aurait dit avant dans un entretien bah non, en fait vous m'intéressez pas. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire parce que du coup, là, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se permettent d'aller à des entretiens, de refuser certains jobs, etc. Alors qu'il y a quand même un taux de chômage qui reste assez élevé et qu'il y a plein de personnes qui disent ne pas réussir à trouver un emploi ou ne pas être passionnées par leur travail. Du coup, en fait, il y a plein de contradictions qui se font. Est-ce que c'est juste parce que c'est en train de se faire petit à petit, que ça change et que c'est que les jeunes qui ont en... Je pense que c'est grand max les quarantenaires. Donc c'est quand même... En dessous des 40 ans ? Ouais. Et au-dessus des 40 ans, ils sont encore très carriéristes, je reste dans mon travail et parce que c'est comme ça. J'ai l'impression que ceux qui agissent comme ça, au final, c'est ceux qui ont démissionné pendant le Covid. Et ceux qui étaient déjà au chômage, ils voient pas forcément les choses comme ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu l'impact que le Covid a eu sur eux, etc. Ok. Même si le Covid a eu un impact sur tous, ça on pourra pas le nier, et on a tous été très impactés par ça. Ouais, sur plein de plans différents, oui, effectivement. Autant psychologique, en tant que relation sociale aussi. Mais c'est vrai que ça peut être contradictoire, mais je pense que ceux qui ont pris vraiment en compte et qui se sont rendus compte que la vie, elle était pas si pire au final, qu'on pouvait faire des choses qu'on aimait. Avant, dans la génération de nos parents, ils restaient 30 ans dans la même entreprise, même voire plus, alors que maintenant, on n'est pas stable. Non, nous il y a un turnover qui se fait à peu près tous les 3 ans sur les nouvelles générations et les entreprises elles ont du mal à recruter et quand elles arrivent à recruter en général il n'y a personne qui reste plus de 3 ans. Alors qu'au final c'est juste que les gens ont envie de voir autre chose. Et je trouve pas ça négatif. Et puis il y a beaucoup d'entreprises qu'on passe. Alors il y a plein d'entreprises avec des managers qui sont bienveillants, avec des systèmes de recrutement qui sont super bien faits, qui se modernisent, vraiment, il y a plein de choses qui avancent dans le mieux. Mais par contre, il y a encore des entreprises qui fonctionnent à l'ancienne époque et qui, du coup, voient leurs employés en fait partir. Donc, les entreprises qui ne proposent pas de télétravail, par exemple. Les entreprises qui n'augmentent pas forcément les revenus de leurs salariés, sachant que maintenant, avec le turnover qu'il y a... les autres entreprises et LinkedIn, du coup, les autres entreprises, elles n'ont pas trop de mal à aller chercher un candidat d'une autre entreprise. Enfin, il y a plein de choses qui font que les candidats ne restent pas. Il y a les métiers qui évoluent. On nous demande... moi, je sais que j'ai l'habitude de faire du coup des bilans annuels tous les ans avec mes managers. Et à chaque fois, la question, c'est oui, vous voyez où dans 10 ans ? Aucune idée. En fait, et moi, je leur dis, c'est ok de dire... je sais pas, parce que moi je pars du principe où avec l'évolution qu'on a eue les 10 dernières années, avec tous les nouveaux métiers qui sont arrivés, etc., c'est possible que dans 10 ans, en fait, je sois en train de faire un métier ou quelque chose d'autre
qui n'existe pas Exactement, encore aujourd'hui. ouais. Donc lui dire où je serai dans 10 ans, aucune idée. oui, et puis si c'est pour flatter ton ego, excuse-moi de te dire que je serais pas forcément... Je serais peut-être soit à ta place, soit plus là. ouais, et puis carrément, ça se trouve. En vrai, en fait, on sait pas. En fait. C'est une question qui est super difficile, Oui. et vraiment, je pars du principe où je pense qu'on fera tous des métiers qui n'existent pas, ou qui n'existent pas de la manière dont elles existeront Ce sera dans 10 ans. différent dans tous les cas. Si ça a du sens, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Et il y a aussi encore beaucoup trop de comportements toxiques au travail. Ouais. Parce qu'on en parle souvent pour les relations amoureuses, pour les relations familiales, même amicales. Mais je pense qu'au travail, c'est, à mon sens, l'un des endroits où il y a le plus de relations toxiques et où on dit rien. Et on est très bien placé pour en parler. Exactement. Parce que nous... Pas qu'on soit comme ça. Non. si, on est super toxique. Non, ouais, pour le coup, on est très bien placé pour en parler parce que du coup, on a travaillé toutes les deux dans une entreprise dont on taira le nom. Mais durant quelques années, on a subi des comportements toxiques de plein de personnes différentes. Donc, c'était pas forcément lié à une seule personne. C'était un beau petit nid. Ouais, c'était un nid. Et c'était aussi les circonstances, l'environnement qui faisait ça, je pense. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment l'entreprise une des plus malsaines pour lesquelles j'ai bossé pour le coup. Et vraiment celle qui psychologiquement, elle plante ses petites graines, tu le vois pas tout de suite. C'est ça. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que waouh, c'est chaud. Mm-hmm. Et c'est compliqué. Puis les managers toxiques, moi j'en ai refait les frais derrière. Donc coucou Sherlock. Un petit chat qui passe. Coucou. Le gars, j'allais dire il est chez lui, mais oui, effectivement, il est chez lui. Il visite. Exactement. Au revoir. Il repart. Grave. C'est sa vie, quoi. C'est ça. C'est son heure. Ah là, il est parti manger, super. Bon, si vous entendez un petit bruit, c'est Sherlock qui mange. Exactement. Est-ce que c'est l'heure ? Il voit pas qu'on est occupé ? Ça, franchement, ça pourrait être pire. C'est vrai. Il pourrait être en train de jouer, de courir partout. C'est ça. Mais du coup, oui, on disait qu'il y avait pas mal de comportements toxiques au travail. Autant chez les responsables que chez les collègues. Ouais, ça peut vraiment être des personnes au même niveau que vous. C'est ça. Qui ont des comportements qui sont bien à revoir. Mm-hmm. Voilà. Là, moi, ça fait longtemps pour le coup que j'ai pas eu de problème avec mes collègues même niveau que moi. Mm-hmm. De comportements toxiques ou autres. Je suis en train de réfléchir, mais non. Je pense souvent... mais ouais, on en a eu à et l'époque. c'est dans le cas de beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de comportements toxiques. C'est pas forcément la personne. Enfin, c'est l'environnement dans lequel on te met, quand ça. on met les collègues en concurrence aussi. Quand on met les collègues en concurrence, je parle pour toutes mes expériences pro mélangées. Hein. Mais je vise personne. Mais... non, mais à bon entendeur. Non mais c'est ça. En fait, Kim, je parle de toi. Tu vois, il y a 5 ans... On n'a pas travaillé ensemble assez longtemps, je pense. Non mais je rigole. Mais il y a beaucoup d'entreprises... J'étais alternante en plus. Où c'est un... Hein ? J'étais alternante en plus. J'étais presque jamais là. Il y a beaucoup d'entreprises où ça se passe mal, où des personnes agissent vraiment très très mal. Mais en fait, c'est juste que l'environnement est propice à ça. Oui. Où, comme tu disais, il y a vraiment une dualité entre chacun, où il y a des non-dits, où les managers ne sont pas du tout là pour régler les problèmes. Oui, il y a une pression aussi. Il y a une pression, ou alors que justement les managers ne savent pas manager et enveniment le problème, mais sans le vouloir. Je pense que nous, on a eu un manager qui ne supportait pas la pression au-dessus. Mm-hmm. Et qui, du coup, nous le faisait ressentir et avait un réel impact sur comment notre bien-être, etc. au travail. Oui. Mais du coup, elle nous faisait vraiment ressentir que qu'il y avait des trucs qui se passaient au-dessus, quoi. Hein. C'est ça, ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'en général, avec ce type de comportement, donc tout ce qui est comportement toxique, les collègues, les managers... ou autre, je sais pas moi, enfin bref, ça peut aussi en venir à du harcèlement. Mais très rapidement. Ouais, en fait, quand l'acte il est répété, on passe plus du tout sur c'est plus un one shot, une fois, ouais, elle a pas été sympa ou ça a été un comportement jugé toxique, mais là on est sur quelque chose qu'on qualifie de harcèlement. Ce qui est très grave. Ouais, et ce qui arrive bien trop souvent.
parce que Madame Chiffre a travaillé. Et donc Madame Chiffre a trouvé qu'il y a un salarié sur 3 qui est victime de harcèlement. Ouais. C'est énorme. Et c'est tout type de harcèlement. Il y a harcèlement, enfin voilà, moral, machin, etc. Mais ça entre aussi dans le harcèlement sexuel. Donc ouais, c'est beaucoup. 1 sur 3, c'est énorme. Souvent, je pense qu'il y a certains managers qui harcèlent leurs employés, mais qui s'en rendent pas compte. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Qui pensent vraiment bien faire. Ouais. Mais qui en fait ont un comportement toxique, mais comme pas possible. Ouais. Et le harcèlement, c'est hyper simple. Pourtant, la définition, Oui. alors c'est dans mes souvenirs. Mais, alors moi, je connais la définition du harcèlement. Mais, et pour l'avoir bien connu, du coup, ouais. Normalement, c'est un acte qui est répété 2 fois. Bah, c'est, ou 3 à répétition. Ouais, c'est à répétition. Ils quantifient pas l'acte. Mais c'est juste quelque chose qui est répété plusieurs fois, qui s'appelle du harcèlement. C'est des trucs tout bêtes, par exemple, votre manager, surtout que là, on parle de certains droits aussi du travail. Quand un manager vous refuse plusieurs fois vos vacances sans aucune raison, bah, déjà, s'il n'a pas le droit, et en plus, c'est du harcèlement. Parce que ça touche à ta vie privée, à ton confort de vie. En fait, il faut que ça touche à ton intégrité. C'est ça. Et alors, attends, parce que moi, je l'ai pour le coup... lutte contre le harcèlement. Tac. Ah bah oui. Parce que Kim travaille aussi, fait des ateliers. Des ateliers lutte contre le harcèlement. Alors, le harcèlement est la répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur sa santé physique, mentale de la personne harcelée. Du coup. Voilà ce qu'est voilà, la définition du harcèlement. Donc ouais, effectivement, et au travail, ça arrive tout le temps. Et un manager qui est toxique, c'est un manager qui va être gentil avec vous. C'est ça. C'est super contradictoire, mais il y a quelqu'un qui peut venir et vous mettre une pression de dingue, vous dire des choses très méchantes qui peuvent vous blesser, faire de la discrimination, etc. Et derrière, elle va vous demander comment ça va, comment vont vos enfants. Oui. Elle va vous proposer d'aller boire des verres avec elle rigoler, à la fin du... faire des petites blagues. Exactement. Et en fait, du coup, vous dites « Ah, ouais, mais elle est pas si méchante que ça. » Et en fait, vous, du coup, vous dites « Ok, j'encaisse. Ce comportement-là, il était pas sympa, mais c'était 5 minutes sur la journée. Et après, elle a été tout le reste du temps, ah ouais, franchement, elle m'a demandé comment j'allais, on a déjeuné ensemble, machin. Elle était gentille. Donc... bah finalement elle est pas si méchante ou si mauvaise que ça. Si, c'est ce qui la rend toxique. Exactement. Ce qui la rend toxique, c'est le fait de vous faire des ascenseurs. C'est exactement ce qu'on appelle un pervers narcissique dans le couple. Oui. Donc bah ça existe même dans la vie. Dans toutes les relations. Du coup c'est trop. Ouais, on se détache de ce genre de manager. Je pense que des formations de bienveillance devraient être instaurées. C'était le cas, moi, dans mon ancienne entreprise, les managers avaient des formations bienveillance. Voilà. Ça devrait être pris au sérieux par les managers, surtout. Même et ça devrait vraiment être instauré partout, quoi. Ça devrait être pris au sérieux aussi par les N+2, par les responsables. Par exemple, admettons, on est une grosse entreprise, un responsable région, les DRH, les RH. Mais ils devraient avoir accès à cette formation aussi, quoi. Oui, c'est ça, parce que parfois, t'as beau aller parler au-dessus, mais il y en a pour qui, comme ils agissent comme ça tout le temps, c'est normal. Bah pour eux c'est normal et ça les choque pas. Ouais, je suis d'accord. Donc quand je pense qu'il y a beaucoup de monde en détresse à cause du harcèlement et ils essayent d'aller en parler au-dessus ou à leur DRH, à leur RH, mais en fait rien ne change parce qu'ils sont aussi comme ça, ou alors dans un environnement de pression, dans un environnement déjà toxique, donc pour eux c'est la routine d'agir comme ça. Et ils te disent qu'après, c'est toi le problème. Quand tu vois qu'il y a 1 sur 3. Ouais. Ça veut dire que dans une entreprise sur 3, déjà, il y a au moins une personne, quoi. Non, 1 salarié sur 3 dans les entreprises. C'est-à-dire, oui, 1 salarié sur 3 dans les entreprises. Nous, quand on bossait ensemble, on était 4 dans... Ouais, ça veut dire que déjà... Ah oui. Sur nous 4, potentiellement, il y en avait... Bon, là, en vrai... Tiens, c'est gagnant. 3 sur 4. Ah ouais. Puisque... Mais, et après, nous, on était 3 et 2 sur 3.
Ouais, enfin bref, c'est une catastrophe. Parce Cette que entreprise est vraiment une catastrophe. Parce que des fois, Je pense que j'ai jamais vu une entreprise qui harcelait autant les employés et qui essayait de virer les personnes qui étaient... Charlotte, tu nous fais un petit plat ou quoi? Excuse-moi, là, on est au studio, s'il te plaît. Charlotte, descends de là, tu montes jamais là en plus. Ouais, mais là, il y a le canapé meuf, d'habitude, il a pas d'accès. Allez, descends. Non, oublie ça. Oublie. Allez, casse-toi, là. Sérieux? Non, je sais plus ce qu'on disait du coup. On va parler des managers toxiques et le harcèlement, qu'une personne sur 3 c'est énorme. Oui, que du coup même les au-dessus, des fois ils sont tellement dans cet environnement que pour eux tu vas leur parler, mais... C'est ça. Parce que eux aussi en vrai ils sont harceleurs au final aussi. Et harceler aussi des fois. Oui. Des fois c'est vraiment une en cascade. Pour le coup, il y a beaucoup de personnes. Après, au travail, je sais pas, j'ai pas assez étudié la chose mais du moins sur ce qui touche le harcèlement à l'école, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont harcelées et qui finissent par devenir harceleurs parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen pour eux de s'en sortir. Ouais. Potentiellement, ça se reflète quand on est adulte. Et donc voilà. Ah oui, tu penses que les harceleurs adultes ont été harcelés petits? Ouais, je pense que c'est possible. C'est vrai? Je pense que ça a pu être des victimes dans d'autres jobs ou quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Ok. Pas tous. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraies. Et je pense qu'il y a des personnes, elles sont mauvaises. Il y a des personnes, elles ne s'en rendent pas compte. Mm-hmm. Ok. Par contre, quand tu leur dis et qu'elles continuent, c'est que là, elles veulent pas l'entendre et qu'elles en font qu'à leur tête. Et t'as d'autres personnes, elles sont juste mauvaises. Il y a des personnes, elles ont des mauvaises intentions. C'est pas des personnes qui sont gentilles ou bienveillantes envers les autres, etc. Et elles devraient pas être à certains postes. Du moins, pas travailler avec l'humain. Oui, bah oui, ouais. Mm-hmm. Donc, ouais. Mais... c'est compliqué à gérer le harcèlement en entreprise, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place. Typiquement, c'est soit on te... Enfin, moi, de ce que j'ai vu ou entendu, que ce soit moi, mes expériences perso ou mes proches, c'est on va te changer de service ou d'agence, de magasin, d'étage. Ou autre. Ou alors on va faire quoi? Une mise à pied de 3 jours à la personne qui ensuite va revenir pour faire quoi? Au pire, toi, tu seras partie, mais elle aura harcelé d'autres personnes après toi. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des conséquences bien plus importantes, parce qu'on parle beaucoup du harcèlement à l'école. Pour le coup, c'est un réel combat actuellement. Mais ils en parlent pas au travail. Hein. Ouais, le gouvernement, il se bouge à mort sur ça. Ouais. À mort. Je sais pas jauger, mais si, en vrai, j'arrive à... selon moi... Il y a eu beaucoup de ils ont lancé pas mal de campagnes, etc. Il y a de sensibilisation. Exactement, il y a des choses qui sont mises en place pour ça. Par contre, le harcèlement au travail... On n'en parle pas. Alors qu'ils pourraient faire, de la sensibilisation. Par exemple, les managers avec une petite formation en disant attention, parce que pour vous, c'est peut-être normal, mais si ce genre de comportement, vous l'avez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, vous harcelez et vous n'êtes pas au courant. Je sais que... Et qu'il y ait des sanctions, en fait. Que quand c'est une personne qui se plaint, 2 personnes, etc., stop. Ouais. Genre, c'est placard. Mm-hmm. Mise à pied, sans... Enfin, je sais pas quelles sanctions, après, ils peuvent donner, mais ouais, c'est pas possible. Enfin... Ouais, moi je vois surtout le avant de tout, je suis d'accord. Tout faire pour que ça ne se produise pas. Ouais. Regarde, moi là je bossais dans une entreprise où il y avait ce type de formation mis en place, et pourtant il y avait quand même des problèmes en interne avec certaines personnes ou certains managers. Donc ça allait, mais t'entendais quand même des choses qui faisaient que t'as des personnes toxiques autour de toi. Ouais. Donc au final, est-ce que... Mais après, je pense que c'est ce genre de personnes-là qui sont de nature méchante, malveillante, et que tu peux faire ce que tu veux, malheureusement, elles resteront comme ça, parce que c'est dans leur nature, et c'est comme ça qu'elles ont potentiellement été éduquées, ou je sais pas, tu vois, ou alors qu'elles... Franchement, qu'on prenne en charge un psychologue, qu'on les emmène chez le psy, on les force à aller voir un psy une fois par semaine, jusqu'à ce qu'elles soient calmées ou qu'elles redeviennent bienveillantes. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui se cache derrière, tu vois. Mettre un psychologue spécialisé dans le harcèlement, justement, ça pourrait aider. En fait, plutôt que d'avoir des victimes de harcèlement qui doivent aller chez le psy, on traite
directement à la Le racine. problème. On prend le harceleur et on l'oblige à aller chez le psychologue sur ses heures de travail, une heure par semaine, dès qu'il y a eu harcèlement de fait. Pas sur tous les collaborateurs, parce qu'évidemment, en coût d'entreprise, il n'y a plus le budget là. Non, après ça dépend des tailles des entreprises, etc. Ça dépend, bon, faut quand même que ce soit... voilà. Ouais. Qu'on reste lucide quoi, sur ce genre de choses. Mais en plus des harcèlements, il y a aussi les agressions sur les femmes et les agressions sexuelles. Oui. Par exemple, il n'y a pas que les femmes oui, pardon, les hommes aussi. Mais par exemple, pour le harcèlement sexuel, ça peut être rien que de la parole. Et j'ai déjà été en contact de collègues dans des grosses entreprises. On a tous, alors je dis un nom au hasard, mais Bernard, 45 ans, qui fait des vannes un peu lourdes. Ah oui. Tout le temps. Et y a du monde à balcon, hein. Et la jupe, elle est un peu basse, hein. Et t'as un beau cul, toi. Et ça, tout le temps. Et pour lui, il trouve ça très, très drôle. Ouais. Mais en fait, non. Et en plus, c'est du harcèlement. Hein. Enfin, c'est ça. Ou le je te mettrais bien un petit coup, haha. Et tous les jours, et tous les gros beaufs là qui rigolent. Et ouais, non mais c'est vrai. Ah ouais, non mais je suis totalement d'accord, mais je vois l'image en Et fait. j'ai déjà connu quelqu'un comme ça qui a eu du harcèlement, en plus elle était jeune, où les gars, c'était ça toute la journée. Son travail, c'était ça toute la journée. C'est vraiment un enfer. Ouais. Parce que le problème, c'est que tu vas en parler à tes supérieurs. Oui, mais alors des fois, c'est ton supérieur en plus. Oui, et au-delà de ça, ok, c'est pas ton supérieur. Avant l'année dernière, il n'y avait aucune loi qui disait que autant de femmes devaient être à des postes. Parce que, effectivement, alors, désolée pour toutes les personnes qui ont du mal avec les discours dits entre guillemets féministes. Alors, je vais avoir un discours féministe entre guillemets, mais je vais rappeler la définition du féminisme. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où on apprend des choses, on se cultive. Exactement. On est sur un thème où... Enfin bref. Le féminisme, c'est simplement vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a des choses qui vous énervent sur certains autres comportements, on ne va pas aller à l'extrême du féminisme. Juste, je voulais vous dire que en tant que femme, on a dû faire une loi en 2023 pour que des femmes puissent avoir accès à des postes à responsabilité autant que les hommes. Oui. Voilà, je vous lâche avec cette info. J'espère que votre cerveau saura faire toutes les connexions. Je vous prends pas pour des débiles, hein, vraiment. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment à l'extrême et on entend trop... Honnêtement, on est des nanas et on entend trop. Les gens diront, ah ça va, vous vous plaignez tout le temps. Ouais. Bah prends ma place, juste une journée. Et après on en reparle. Ouais, grave. Enfin bref. Tout ça pour repartir sur... Elle est en mobile là. On parlait de... effectivement, ça peut être les managers qui agressent sexuellement ou harcèlent. Ouais, là on est plus dans l'agression, mais ouais, effectivement les deux. Et donc, auquel cas, c'est difficile, puisque donc, mes stats servaient à dire que... Wow, j'espère que vous allez comprendre. Ouais, mais ça a son importance. Je t'ai perdu. Ça a son... S'il vous plaît, restez, je vous jure, ça a son importance. Comme les 3/4 des postes sont occupés par des hommes, oui. Il est difficile d'aller voir un homme et de lui expliquer que vous vous êtes fait agresser ou que Bernard, 58 ans, il a des comportements qui sont, comme Chloé vient de vous les citer. Parce qu'en fait, vous avez une chance sur 2 que le manager homme vous rit au nez, ou soit le meilleur pote de Bernard, puisqu'il s'appelle mais t'as pas d'humour. Roger, 59 ans, et qui disent oh, ça va, mais où il convoque Bernard et que Bernard ils disent bah, c'était pour rire, oh, ça va, tu vois, il riait. Ouais. Si ça ne fait pas rire la personne à qui vous dites ce genre de choses, c'est que ce n'est pas drôle. Exactement. Et justement, faut arrêter de se laisser faire et dire c'est pas drôle ce que tu dis. Oui. Parce qu'après, si tu lui dis rien, le gars, il va se trouver ultra drôle et il va penser en plus que ça te fait rire. Mais il faut vraiment pas hésiter, hein, que ce soit Bernard, ton chef, ton grand chef, ton président. Non, c'est pas normal. Et si vous osez pas, parce qu'il y a des personnes qui sont malheureusement plus
faible, c'est horrible d'employer ce mot, mais je Plus trouve timide aussi. Ouais, mais je pense que tu peux être timide et quand même savoir. Tu sais, t'as des personnes timides, des fois tu les vois, quand ils sont énervés, tu te dis wow. Mais c'est péjoratif de dire faible. Ouais, je sais, mais j'ai pas d'autres termes. Mais enfin, je pense qu'ils vont comprendre. Mais du coup, qu'ils vont pas forcément oser aller voir Bernard. Surtout, imagine, ça fait genre 6 mois que t'es dans l'entreprise ou 3 mois t'es en période d'essai. Et Bernard, il est là depuis 20 ans. Il connaît tout le monde. C'est le pitre. À toutes les soirées d'entreprise, bah, il fait rire tout le monde. Bah, c'est un peu difficile d'aller voir Bernard et lui dire écoute, Bernard. Maintenant, tu vas te calmer parce que moi, je rigole pas avec toi. Oui. Si tu te calmes pas, moi, je vais en parler à ton supérieur. Mais c'est comme dans le monde pro, il y a une fois où quelqu'un rigolait et il m'a dit mais salope. Bah non. Excusez-moi, c'était vraiment un rire nerveux. Pardon. Ouais. Mais il a pété les plombs. Et c'était le genre gros lourdeau, les blagues de cul H24. Ah, mais Chloé, alors... t'as pas de sein? Bah si, t'inquiète pas que j'en ai. C'est juste que je les cache, t'as pas à les voir. Et salope. Bah en fait, bah non, on n'a pas élevé les cochons ensemble en fait. Et je lui ai dit, bah non, tu me parles pas comme ça par contre. Franchement, je pars du principe où on peut être très proche de nos collègues. On peut très bien s'entendre. Le gars, je l'avais vu on que peut 2-3 se fois. vanner. Là, on dit ça, mais effectivement, il y a des... En fait... Enfin, vous savez, il y a cette phrase qui dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ça, exactement. Et je pense qu'elle est très vraie dans ce cas. Ça veut dire que on est des personnes qui rions beaucoup avec les gens à l'extérieur. Et je pense vraiment qu'on peut rire de plein de choses, on peut rire de plein de sujets, etc. Juste, on va pas rire avec Bernard 58 ans que tu connais depuis une semaine. C'était un peu Par contre, ça. tu peux rire avec le Bernard 58 ans que tu connais depuis 8 mois, tu sais que c'est une personne qui est sympa, que c'est un gros nounours et qui fait pas des blagues reloues tout le temps, qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Quoi. Là, c'était vraiment le genre de gars, le Bernard 50 ans, qui fait des blagues de cul, mais H24, et une équipe de lourds, mais vraiment. Et vraiment, là, qui te sort... En fait, il faut le sentir. Au bout d'un moment, quand la barrière, elle se casse avec tes collègues, tu le sens. Non, mais pour avec mes collègues, des fois, on s'insulte. C'était clairement, c'est la petite minette. En plus, comme d'hab, on croit que j'ai 20 ans, alors que non. Mais même si j'ai 20 ans, tu me traites pas de salope. Tu me dis pas alors Chloé, t'as pas de sein. Mais on est au travail. Et en fait, déjà, t'as même pas regardé mes seins. Tu n'as même pas à faire de réflexion sur mon physique, sur quoi que ce soit. On est vénère, ok. Non, mais c'est vrai. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. T'as pas à faire de réflexion sur mon physique et encore moins sur mes ins, quoi. On est au travail. Tu t'es pris pour qui? Certitude. Moi, je vais aller voir ta femme et je vais lui dire alors, Ginette, t'as des gros seins? T'as une sacrée paire de loches, hein, quand même. C'est surtout, tiens ton mari, quoi, ou je sais pas. Et le... Bah non, il est assez grand, c'est oui, bon, non, mais bien sûr. Mais le plus gros problème, c'est que ces personnes-là, elles ont le droit de se reproduire. Oh, mais quel enfer, quoi. Et qu'en plus, elles vont utiliser ce droit. Ça veut dire, elles vont faire des enfants. Et elles vont les éduquer de cette même manière. Ah ouais, non, mais... Et ensuite, on va dire... Ah oui, mais bon, moi aussi, je rigolais. Non, c'est pas drôle, en fait. C'est drôle si t'es mon pote depuis 15 ans. Là, t'es mon collègue. Et encore, si ton pote depuis 15 ans, tous les jours, il vient te voir et il dit Chloé, t'as des petits seins, Chloé, t'as des petits seins. C'est relou. Même ça, c'est pas drôle. Mais en même temps, fait. si c'est ton pote, il est censé être au courant que quand tu choisis tes potes de façon à ce qu'ils te respectent, c'est ça. Pas n'importe qui. Mais non, faut arrêter. Par contre, c'est bien, on a fait tout un speech sur les femmes. Faut savoir qu'il y a aussi des hommes qui se font agresser sexuellement au travail. Exactement. Oui, ça arrive et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Puisque. Alors. Je vous donne les chiffres. Donc, les agressions en général. Donc, agressions sexuelles, physiques. Je sais pas, il y a quoi d'autre comme type d'agression. Mais les agressions. Une femme sur 5 agressée contre un homme sur 7. Donc, c'est quand même très serré. Ouais. Par contre, agression sexuelle, harcèlement sexuel, pardon. On est sur 52% des femmes contre 27% d'hommes. Ouais. Mais, donc, effectivement, c'est plus les femmes, et je pense que tout le monde le sait, puisqu'on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Mais ça. Par contre, 27% d'hommes, c'est pas rien, et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de ce type de harcèlement. Oui, et après, je pense que les hommes, ils ont un peu plus de mal à en parler. Même les femmes, tout le monde n'en parle pas, mais je pense que... Oui, ouais, donc ces cas-là, en fait, toutes les stats augmentent, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça.
Donc après... Qu'est-ce qu'on peut faire du coup quand on est victime? C'est ça. C'est en parler, il faut beaucoup en parler. Oui. Même si, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'aller chez un psy, parlez-en à vos proches, à quelqu'un dans l'entreprise. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Ah bah oui, la première étape, c'est vraiment trouver quelqu'un en qui vous avez confiance dans votre entourage, peu importe, en qui vous avez confiance. Si cette personne ne vous écoute pas ou n'agit pas comme vous aimeriez qu'elle agisse, vous allez tant pis pour elle, vous tournez vers quelqu'un d'autre. Mais n'allez pas à l'encontre de ce que vous voulez et faites en sorte que la personne que vous avez en face de vous, elle vous écoute, et au-delà de vous écouter, elle vous entende. C'est super important. Essayez de faire bouger les choses au travail. Battez-vous. Je m'excuse, on vient d'avoir une interruption téléphonique. Exactement. Et maintenant, on a une interruption de fou rire. Oui, parce qu'on a coupé au moins 10 minutes quand même. Ouais, au moins. Ah là là. Et donc, on était en train de parler de quoi faire si l'on est victime. Exactement. Kim nous racontait On n'a pas eu qu'une interruption téléphonique. On a un peu réglé nos comptes. Donc, on a mis un compteur de temps de parole. C'est au tour de Chloé. Pendant moi, 3 sujets. Donc, nous allons tous écouter Chloé maintenant. Et moi, je vais faire mamie, je bois ma tisane. Alors, Chloé, qu'as-tu à nous dire sur quoi faire si l'on est victime? Bah, du coup, je m'en souviens plus trop de ce que je voulais dire. Oh my god. Pardon. Donc, quoi faire si l'on est victime? Je pense que le principal, c'est d'en parler. En fait, je t'ai pas écouté, du coup, je sais pas ce que t'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai dit que le principal, c'était d'en parler. Donc, c'est ce que j'allais dire. Ah, en fait, t'avais commencé par dire ça, et je t'ai coupé pour ajouter une personne de confiance. C'est très important que la personne... Oui, confiance. Exactement. Et quelqu'un de confiance. Quoi faire si l'on est victime? On a dit donc parler à quelqu'un de confiance. Ouais. Ensuite, en parler du coup à quelqu'un de confiance dans l'entourage, mais aussi dans l'entreprise, pour faire bouger les choses. Et justement, tu nous disais tout à l'heure, avant que tout ceci arrive, tu disais qu'il fallait faire aussi bouger les choses dans l'entreprise. Donc parler à son N+2 si c'est son N+1 le harceleur, ou en parler à son N+1, j'ai dit harceleur d'une façon très bizarre. C'est pas grave. Oui, donc en parler, ne pas hésiter à faire bouger les choses aussi. Par exemple, si vous êtes manager, n'hésitez pas à faire des formations justement qui vous aident à ça. Mais il y a aussi qui vous aident à ne pas harceler, mais aussi qui vous aident à accueillir le harcèlement et à justement trouver comment le dire et comment l'arrêter. Ouais. Je sais qu'il y a des choses aussi comme ça qui se mettent en place. Pourquoi tu ris? Parce que... je peux me couper. Tu vois que j'ai envie de dire des trucs. Mais du coup, j'arrive pas à me concentrer. Et toi, d'accord, on écoute, après on intervient. Chacun son tour. Vas-y, tu peux intervenir. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais pour accueillir et tout, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Et enfin, quelque chose de pertinent. Non, c'est faux, tout est très pertinent. Mais ça été aussi, du coup. Et discuter avec, en tant que manager, discuter avec vos équipes, prenez un peu la température de comment ils se sentent au travail, qu'est-ce que seraient potentiellement vos axes d'amélioration. Mais prenez-le vraiment. Faites pas ça parce que c'est obligatoire, vous le faites, etc. Ouais, exactement. Faites-le et écoutez et entendez ce que vos équipes ont à vous dire. Faites un réel échange dans le respect mutuel. Évidemment, le but n'étant pas que votre collaborateur vous manque de respect ou autre. Mais de savoir comment tout le monde se sent, si les gens ils sont contents de venir travailler. Essayer d'instaurer en fait un climat de confiance entre tout le monde. Et je pense que ce sera vraiment la clé pour évoluer. C'est possible que dans un mauvais jour, vous ayez un comportement qui soit border. Ça arrive à tout. Je pense que ça arrive à tout le monde. C'est que vous sortez de vos... Il n'y a pas de personne parfaite. Non. Mais en fait, le tout, c'est de pouvoir reconnaître ce genre de choses, prendre du recul sur une situation et ensuite en discuter avec je pense que la communication, ça reste la clé. Et c'est vrai, comme tu disais, instaurer un climat de confiance.
ça peut aider la communication à justement dire, bah tu vois, là ce que tu dis, bah c'est pas terrible. Pourquoi tu ris? Que maintenant j'ai envie de rire tout le temps dès que tu parles. Pardon. Je vais plus oser parler. Si, parle, mais ça me fait rire du coup parce que... Parle. Mais dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Hein. Ok, pardon. Mais dès que t'as un climat de confiance, après t'as plus peur de parler justement et de... Non mais si c'est vrai, t'as raison. Non mais c'est vrai. Ouais. Et par exemple, vos employés n'auront plus peur de dire, bah tu vois là, ta façon de manager, avec moi ça marche pas. Mais si tu fais comme ça marchera mieux et je trouve que là t'es un peu border. Mais moi, en tant qu'employé, j'ai déjà eu plein de façons de travailler qui plaisaient pas. Et par exemple, des fois je peux être autoritaire dans la parole, mais pas m'en rendre compte. Par exemple, je suis dans le jus et je vais dire qui me fait ça. Mais ça peut être super mal interprété parce que je le vois avec une voix assez grave et en mode c'est un ordre. Mais en fait, t'as pas dit s'il te plaît aussi. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ce qu'on m'avait reproché justement. On m'avait dit, tu dis pas s'il te plaît, tu me parles comme un chien. Et c'est juste que des fois, dans le rush, je pense à tellement de trucs que je vais droit au but. Et on m'avait dit, bah tu vois, bah je savais pas, pour moi tu me parlais juste mal. Et je lui disais, ah non, non, vraiment pas. Il me dit, bah oui, parce que ça m'étonnait, parce que des fois tu me parles super bien et des fois tu me parles mal. Et c'est juste que moi, quand je suis dans le rush, bah je prends pas de. Je prends des raccourcis. Ouais. Okay. Et du coup, moi, ça m'a aidé aussi à justement à travailler là-dessus en disant on dit s'il te plaît même quand on est dans le rush. C'est des trucs bêtes, tu vois, oui. mais. Je suis un peu d'accord, ouais, on dit s'il te plaît même quand on est dans le rush. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est parce qu'on me l'a dit que j'ai pu faire des efforts là-dessus, tu vois. Mais c'est trop bien. Bah oui. Du coup, ça fait évoluer tout le monde. Je pense que, un peu au même titre qu'il y a les langages de l'amour, là, je pense qu'il y a un psychologue qui devrait se pencher sur les langages... Au travail. Ouais, en fait, des managers. Parce que je pense qu'il y a plein de manières différentes de manager, et il y a plein de personnes... Ouais. En fait, il doit y avoir un langage de manager, je sais pas si ça a du sens, mais genre, il y a des personnes qui ont besoin d'être managées de telle manière, ou de déjà, telle manière. C'est les couleurs. Tu sais, ouais. on est tous une couleur. Ouais. Et mais moi, je vois pas les couleurs des gens. C'est-à-dire ? Bah, tu sais, genre... Tu les devines pas ? Genre, tu vois, Lorana, elle, quand elle voit quelqu'un, elle peut voir une couleur, tu vois. Ouais. Moi, quand je te vois toi, je vois pas des couleurs. Bah, en fait, non, mais c'est par rapport à un test, t'as bleu, vert, rouge et jaune. Tu fais un test et tu sais quelle couleur t'es. C'est juste, par exemple, les jaunes, ils vont être autoritaires, je sais pas quoi. Pardon, je perds ma voix. C'est juste par rapport à un test, ça te donne une couleur. Ouais. Et par exemple, alors je dis n'importe quoi, je sais même plus ce que c'est le... Faudra se repencher là-dessus. Mais ça marche même dans... Enfin, c'est surtout pour les relations humaines. Et par exemple, les jaunes et les bleus travaillent mieux ensemble. Les rouges et les verts n'arrivent pas à travailler ensemble. Oui. Ils vont être plus productifs, telle couleur et telle couleur. Et ils ont vraiment fait par rapport à ta personnalité, ta façon de manager, ta façon de parler aux autres, quelle couleur tu es et avec quelle couleur tu vas. Ok. Et donc, par exemple, dans les groupes de travail, il y a certaines entreprises qui se basent là-dessus. Ouais. Et qui, justement, mettent les couleurs qui vont ensemble. Trop bien. Ouais. En vrai, c'est génial. C'est ça. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des personnes... Bah, où tu sais que... Alors, il y a des couleurs, t'es totalement l'opposé, mais justement, du coup, ça apporte tout ce qu'il faut dans une équipe. Et il y a aussi les... Je suis vraiment un enfer parce que j'ai pas le mémoire, du coup je me souviens jamais des noms, mais le test ultra connu des lettres INPJ et tout là avec les personnalités, tu connais pas non plus? Ça, non. En fait pareil, tu fais un test et t'as des lettres de personnalité, et ça permet aussi de te comprendre professionnellement. Et ça permet après de former des équipes en disant tu sais c'est avec l'avocat, l'ingénieur, non tu vois pas. Bref. Non, chercher test de personnalité, les 20 ça marche vraiment, genre ça a été prouvé, il y a des études c'est des scientifiques tout ça qui ont fait ça, ouais. C'est vraiment des spécialistes en psychologie qui ont fait ça. Ça marche vraiment et ça te décrit vraiment, enfin je te conseille de le faire, le test des personnalités, ça marche vraiment bien et tu vois que c'est... Je lis mon horoscope tous les matins. Non, c'est vraiment pas pareil. Je rigole. Je lis pas vraiment mon horoscope tous les matins. C'est même fait dans les bilans de compétences et tout pour apprendre à te connaître. Ok. Ça marche vraiment bien et ça permet de mieux te connaître au travail et de pouvoir connaître aussi surtout tes axes d'amélioration. Ok. Donc c'est pas mal. En vrai, je vais, par curiosité, je te l'enverrai. On vous le mettra en description. Ah ouais. On vous mettra au moins les 2 noms des tests.
Ouais, et aussi on trouve un lien. Je sais que j'en avais eu, ouais. On vous mettra le lien. Ouais. Ok, c'est trop vraiment bien, ouais. Ouais, carrément. On a un peu divagué, mais... Ouais, bah c'est le but du podcast en même temps. Donc, c'est ça, mais apprendre à se connaître, ça aide aussi parfois à gérer ses émotions, à gérer son comportement et peut-être à éviter d'être toxique parfois. Oui. Parce que des fois on le fait, enfin on le fait pas en étant méchant et en le faisant exprès, quoi. Oui, il y a certaines choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être modifiées. C'est ça. Si on nous le dit, quoi. Donc pour revenir sur quoi faire quand on est victime, avec Kim, on a abordé aussi ça différemment pour s'en sortir. Il y a quelques années, donc dans une vieille expérience professionnelle, on s'est mis en arrêt maladie pour justement se reconstruire, sortir de ça aussi, parce que ça permet de s'aider de sortir d'un environnement qui nous plaît pas, qui est toxique, qui est parfois avec un peu trop de pression ou qui est pas compatible avec notre état psychologique du moment. Non, ça c'est sûr. Et ça peut être aussi un moyen de sortir de ça, de souffler un coup et de se dire qu'il y a d'autres solutions. En fait, quand c'est saturation, moi je sais que quand j'ai fait l'arrêt maladie à cette époque, en gros ça faisait déjà quelques mois que psychologiquement ils avaient rempli le vase, hein. Genre il me manquait plus grand chose pour que le vase déborde. Mais vous savez, ce moment où on prend sur soi, et puis un matin, en fait, on ne peut plus prendre sur soi. Et bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Et moi, je suis allée voir un médecin. J'ai eu un arrêt maladie. Et au vu de la situation et de l'entreprise, mon médecin m'a dit « Tu ne retourneras jamais travailler là-bas. » Donc, j'ai vu j'ai vu 4 médecins en tout, parce que j'ai vu un médecin des urgences, parce que j'ai dû aller aux urgences. J'ai vu un remplaçant, mon médecin traitant et un autre médecin là où j'habitais. Parce que mon médecin traitant n'était pas du tout dans la même région. Et ils ont tous dit la même chose, que c'était plus possible et que je ne pouvais plus retourner dans cette entreprise. Et donc ils m'ont mis en arrêt maladie. Et par contre, moi j'avais vraiment saturé, j'en pouvais plus. Et derrière, je suis en train de faire le lien vers le 3e point, on en parlera après, mais du coup j'ai directement fait rupture conventionnelle du contrat. Mais ouais, c'est clairement, je pense que ça a été la meilleure décision sur le moment, puisque quand le dialogue il a entamé... et qu'il est rompu surtout aussi. Ouais, en fait c'est ça, on vous écoute plus, il n'y a plus aucune confiance, vous n'avez plus confiance en votre employeur, etc. Et en fait, vous n'avez plus aucun moyen physique et psychologique de vous battre, de vous lever le matin pour aller travailler, etc. Ou même pour faire les petites choses de la vie. Vous pouvez plus vous lever pour vous servir un verre d'eau. Bah, c'est qu'il faut faire une pause, quoi. Ouais. Quand ça atteint votre santé physique et psychologique... C'est trop. C'est presque il est trop tard au final. Ouais, mais de toute façon, nous, il était trop tard. Ah bah, on aurait dû partir... franchement, on avait vécu le harcèlement. On était encore là. Enfin, toi, tu continuais de vivre le harcèlement. Moi, j'étais un peu sortie de ça, du coup, parce que j'avais bougé. Mais du coup, je vivais plus le harcèlement, mais je vivais une pression de dingue. Enfin, Tu vois, on vivait aussi des comportements ultra toxiques de la carotte au bout du bâton, quoi. Exactement. Bah, c'est pour ça qu'on restait, hein. Ah bah oui, c'est parce qu'ils nous disaient mais non, t'inquiète pas, c'est juste une période. Encore une semaine, encore un mois, encore... Et puis au bout d'un moment, ils enlèvent la carotte. C'est ça. Pour se dire, allez hop, ça dégage. Un mois, ils ont enlevé la carotte, j'ai dit c'est ciao. Et après, on m'a quand même reproché ah mais pourquoi t'es pas venu nous voir pour en parler? Oui. Je sais pas, parce que ça fait quand même 3 ans et demi qu'on bosse ensemble et que ça fait 3 ans et demi que je discute avec vous. Donc, écoutez-moi. Ouais, grave. Et puis là, il était trop tard, vraiment. Oui. Il était trop tard pour tout le monde. Ah ouais, de ouf. Il y a eu une vague de départ à ce moment-là, justement. De toute façon, le jour où je suis allée aux urgences, où ils m'ont fait les radios, machin et tout, la médecin urgentiste qui était là, d'ailleurs, vraiment une pépite. Je vous recommande l'hôpital à Cité, là, à Paris, hôtel Pardieu, je crois c'est. Incroyable, les urgences, ils sont adorables. Et du coup, je recommande un hôpital. Yes. Si jamais vous avez une urgence.
Et du coup, elle a vraiment été adorable et genre, elle a pris 1 heure de son temps pour parler. Genre, C'est qui fait trop ça bien. aux urgences? Ouais. Personne. Et j'ai une autre infirmière, pareil, elle était là 1 heure, pendant 1 heure, on a papoté et tout, c'était cool. Et juste l'autre, elle m'a vue, elle m'a dit, mais toi, il faut que tu dormes. Genre, j'étais là en mode, effectivement, faudrait Oui, peut-être que je ce pense serait à une bonne dormir. idée. Du coup, elle était là, elle m'a dit, alors, faut que tu te détendes et que tu dormes. Bon, après, forcément, elle m'a donné des médicaments que j'ai Pour me détendre et dormir. que j'ai pas pris. Mais j'étais détendue et je dors. Non, pas du tout. Enfin bref. Ouais, du coup, en fait, même quand les médecins, vous avez pas besoin de parler, ils vous voient, ils comprennent. Ouais. Voilà, tu sais que t'as fait le tour, quoi. Bah, Que l'arrêt maladie, il est plus que mérité. Déjà, quand ton travail atteint ta santé, je pense que c'est déjà trop. Enfin, c'est trop. Ouais, mais au final, je pense que ça arrive. Mais quand on voit le nombre de burn-out, alors on va pas en faire un sujet aujourd'hui, mais le nombre de burn-out qui explose, Mhm. je pense réellement qu'aujourd'hui, le travail, il atteint la santé psychologique. Et pas que, du coup. Oui, et pas que, mais très grosse partie Mhm. psychologique de beaucoup de personnes. Et en fait, on tire sur la corde parce que l'arrêt maladie en France Il est est beaucoup un... trop tabou. Ah oui, c'est un Trop tabou. tabou. Parce que être en arrêt maladie, c'est ne plus pouvoir revenir dans l'entreprise au risque d'être au placard, quoi. C'est ça. Ça dépend de la durée. Après, C'est évidemment, hy- vous avez un rhume, vous avez 3 jours, bon, ça arrive. C'est hyper mal vu, alors que justement, dans d'autres pays, c'est félicité. Ça veut dire que t'as, par exemple, dans les pays nordiques, quand tu prends un arrêt maladie, tes employeurs ils te disent bah t'as raison, c'est bien, tu prends soin de toi. T'imagines? Ouais, c'est fou. Ouais. Ici, de toute façon, tout est mal vu. Ouais. Et le pire, c'est que c'est potentiellement des personnes qui vont utiliser cet arrêt, ou avoir besoin, pardon, c'est plus Mhm. juste comme mot, avoir besoin de cet arrêt maladie-là, qui vont venir critiquer le fait que toi, tu sois en arrêt maladie. C'est ça. Alors, perso, j'ai jamais bossé ni dans un hôpital, ni dans une clinique, ni en médecine. Enfin bref, j'ai jamais bossé avec des médecins, donc j'ai jamais eu de collègues qui étaient médecins. Ouais. Donc je n'ai jamais eu de collègues qui potentiellement pouvaient juger si mon arrêt maladie ou non Ah bah oui. était justifié. Mhm. Pourtant, ils se le permettent. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment, alors on t'a Mais, pas demandé ton avis, mais tu le donnes quand même. mais tu sais, même dans l'entourage, hein. Oui. Combien de fois, moi, j'ai pas eu des réflexions et j'ai juste envie de dire, mais alors, moi, j'ai des problèmes de santé qui m'ont amené à peut-être beaucoup trop d'arrêts, mais des fois, c'est comme ça. Et on me dit, ah, t'es en arrêt encore? Bah écoute, toi, t'es dans une situation de merde au boulot, tu t'en rends malade et tu te mets pas en arrêt, bah moi, j'ai pas envie, en fait. Exactement. Dites-vous juste que genre, si demain vous mourrez, c'est horrible hein, ce que je vais dire, hein. Mais demain vous mourrez, alors oui, vous allez pleurer, votre famille, machin, vos collègues ils vont peut-être être tristes genre quelques jours, par contre, L'entreprise, mais en alors... 3 à 5 jours, vous êtes remplacé, hein. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui a votre ordinateur, qui a votre poste et qui est en train de bosser. Mhm. Donc, est-ce que vraiment on va donner tout ça à une entreprise qui te remplacerait aussi rapidement? C'est ça. Enfin, désolé, mais on peut pas donner de notre santé, qu'elle soit physique ou psychologique, à un employeur qui ne connaît même pas votre nom et votre prénom. Ah, mais c'est ça, hein. Combien de personnes travaillent dans des entreprises qui sont tellement énormes que le PDG ou le DG, il a aucune idée de comment tu t'appelles. Et c'est pour cette personne-là que tu vas te rendre mal tous les matins avant d'aller travailler. Le jour où je vais travailler, et c'est ce que j'avais dit à mon ancienne boss, avec qui en soi je suis pas partie en ultra mauvais termes, puisque c'est d'autres circonstances qui ont fait que j'ai dû partir, mais du coup moi je lui avais toujours dit, si demain je viens au travail vraiment à reculons, je viens plus, hein. Bah moi, j'avais dit pareil, hein. Vous me voyez plus, c'est fini. Une fois, l'expérience, pas deux. Et pour le coup, j'ai tellement eu raison de changer, c'est ce point de vue-là, genre de me dire, plus jamais j'attends qu'il soit trop tard C'est ça. pour prendre soin de moi. C'est d'abord, dites-vous que si il y a une priorité dans votre vie, c'est vous-même, et après c'est les autres. S'il y a une personne que vous devez aider aujourd'hui, c'est vous-même, et ensuite vous aiderez les autres. Mais vous pouvez pas vous laisser dépérir. Ouais. Quoi. Bah déjà, bah après, parfois t'as un air maladie, tu te fais opérer et tout ça, bon, c'est pour des causes médicales. Bien sûr. Mais quand t'as la chance
d'avoir une santé de fer, très drôle, hein, carence de fer, mais Carence de vraiment, ouais, carence de la vie, mon corps il veut pas. Mais non, mais enfin, c'est vraiment genre, quand vous avez la chance d'être en bonne santé, c'est une chance, je trouve qu'être en bonne santé, c'est une chance inestimable. Vraiment, c'est une chance, c'est un cadeau de Dieu, d'accord? De l'univers. Ouais, qui vous croyez de ce que vous voulez, vous avez de la chance, ok? Moi, j'aimerais bien avoir cette chance. Déjà, c'est un cri du cœur, là, ok? Estimez-vous heureux d'être en bonne santé. Ouais, mais clairement. Mais du coup, si votre travail commence à vous atteindre psychologiquement ou qui commence à atteindre votre santé qui était bonne à la base, mais stoppez tout. Hop, même si des fois, t'as besoin juste de respirer 2 semaines, mais prends un arrêt. Ça ne va... séjours à la campagne. Oh ouais. Non mais vraiment, ça ne va tuer personne un arrêt maladie. Vraiment, ça ne va tuer personne. Alors tant que vous ne sauvez pas des vies, et encore, je pense que vous pouvez vous faire remplacer, il y en a d'autres. Que vous n'envoyez pas des fusées sur la Lune. Et encore, hein, la Lune, elle peut attendre. Hein. Tant qu'il n'y a jamais question de vie ou de mort. Ouais. Chose qu'il n'y a jamais. Vous êtes remplaçable. Ah mais oui. Vous êtes un putain de matricule. C'est en vrai de vrai. Désolée hein, du mot. Hein. Votre dossier attendra 2 semaines. Vraiment, mais... Ah ouais, de ouf. Au pire, quelqu'un le fera en attendant, mais arrêtez. Exactement. Alors oui, mais on veut pas charger mes collègues, je les aime bien, je m'entends bien avec mes collègues. T'imagines si je suis pas là demain, et ben c'est eux qui vont devoir se taper tout le travail. Justement, s'ils t'aiment bien, et ben ils vont se dire, elle a bien raison de se reposer. Ouais, et puis au pire, j'ai envie de te dire, les problèmes d'effectifs de l'entreprise ne te concernent pas. Exactement. À part si t'es RH. Mais c'est ça. Sinon, c'est pas ton problème à toi. Toi, on t'a missionné pour faire telle mission, tu fais tes missions. Si ça ne va pas, tu ne viens pas. C'est ça. Mais d'ailleurs, dans l'entreprise où on parlait tout à l'heure, où on a travaillé ensemble, ils n'ont pas eu de chance, je me suis fait opérer 2 fois. Enfin, ils n'ont pas eu de chance, mais non, mais j'ai pas eu de chance. Tu vois à quel point l'arrêt maladie est un tabou. On en vient à dire c'est eux qui n'ont pas... En vrai, ils n'ont pas eu la chance de t'avoir du coup pendant tes opérations. Exactement. Et moi, j'ai eu la chance de pas l'avoir pendant... Et bien sûr, c'était toujours le pire jour où il m'arrivait quelque chose. Putain, grave. Bah, la deuxième fois, j'étais pas là. C'est vrai. Exactement. Mais oui, et parce qu'en plus, je me suis cassé le pied aussi. C'est vrai. Mais cette entreprise m'a porté malheur. Elle se porte malheur. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir genre tout divulguer dans ce podcast. Mais on ne peut pas. Non. Enfin, techniquement, si, mais on le fera pas. Non. On n'a pas envie d'avoir une plainte pour diffamation aux fesses. Exactement. Mais donc, quand on se fait opérer, on ne peut pas travailler tout de suite, surtout quand c'est un travail physique. Quand on doit rester toute la journée debout, on ne peut pas forcément reprendre le travail facilement et rapidement. Et moi, j'avais eu plein de réflexions de la part des gens avec qui je travaillais. Enfin, pas des gens avec qui je travaillais, mais par au-dessus. En disant, oh, t'es en arrêt et tout. Débile que je suis, pour ma 2e opération, il y avait un gros événement en début d'année, enfin en septembre. Je devais me faire opérer. En plein... tu vois pas l'événement ? Ah, bah si, c'est bon, j'ai... À Lille, très connu. Oui, c'est bon, j'ai ton événement référé. Oui. En plus, mais je pouvais même pas en profiter comme je travaillais. Ah oui, ça. Mais je devais me faire opérer, parce que je devais me faire opérer... pour un peu vous situer le truc, pour des énormes douleurs. C'est-à-dire que je me faisais vraiment opérer juste pour retirer mes douleurs. J'étais tellement matrixée que je leur ai dit, mais non, mais je vais repousser mon opération, sinon vous allez être dans la merde. Donc j'ai décidé de souffrir 2 mois de plus, et qui en plus, cet événement nous fait travailler pendant 2 semaines H24. Et 0 reconnaissance. Hein, Ah bah non. Ils s'en foutent totalement. Hein. Ah bah bien Ils sûr. s'en foutent totalement. Et surtout que j'avais pas pris beaucoup d'arrêts, parce que j'avais pris 2 semaines d'arrêt. Et j'avais pris 1 semaine de vacances après. D'ailleurs, j'étais venue te voir à Paris. Ah oui. Juste après. J'étais pas bien, vraiment, avec ma grosse valise là et tout. Mais j'aurais vraiment pu me reposer un peu plus. Mais je l'ai pas fait et j'étais vraiment bête. T'imagines quand même que j'ai décidé de souffrir beaucoup plus longtemps. Et en plus de travailler plus, parce qu'à ce moment-là, on charbonnait.
juste pour les arranger. À quel moment tu mets ta santé de côté pour un travail? Mais attends, moi, j'avais eu c'était avant que t'arrives. Avant que t'arrives. Parce que j'étais rentrée dans l'entreprise un petit peu avant Chloé. Et avant que t'arrives, j'ai eu un problème. Ah, franchement, ça m'arrive. J'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais pas bien. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Je peux pas aller voir le médecin parce que forcément, je travaille. Et il faut que je sois au travail à 10h. Donc, comment je peux faire? Et du coup, au bout d'un moment, ça n'allait tellement pas. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais aller aux urgences avant de commencer de travailler. Comme ça, je serai à l'heure au travail. J'ai fait ça. Je suis allée aux urgences. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça m'a pris 2 heures d'urgence. Je suis sortie 20 minutes avant de commencer le travail. Heureusement, à Lille, les choses sont bien faites. Le métro des urgences au centre-ville, c'est méga rapide. Ouais. Bam, j'ai tracé, je suis arrivée au boulot, j'ai fait ça. Le soir, ça n'allait toujours pas. Donc, le lendemain, je retourne aux urgences, évidemment. C'était un week-end. Donc, le lendemain, on ne travaillait pas. Donc, je devais être en repos, je sais plus. Enfin, bref, je retourne sur un jour de congé aux urgences. Mais évidemment, le surlendemain, je retourne travailler. Et j'ai fait ça tous les jours. Après, je suis pas retournée aux urgences tous les jours, évidemment, parce que, bon, quand même. Du coup, j'étais au bout de ma vie en train de travailler. Au bout d'un moment, ma manager m'a dit tu nous sers à rien, là, genre, rentre chez toi. Enfin, ça sert à rien de rester... tu vas nous tomber dans les pommes en plein milieu du truc. Casse-toi. Mais tout ça pour vous dire que la conscience professionnelle qu'on nous inculque, que je n'ai plus du tout aujourd'hui, rien à foutre. Aujourd'hui, si je dois aller aux urgences, je vais aller aux urgences, et si je dois prendre ma journée, je vais bien prendre ma journée. Tu sais que quand j'ai réfléchi... Ah, mais tout ce qu'on a... La première fois meuf. La première fois que je me suis fait opérer, j'avais été déjà aux urgences un soir et tout. Bref, ils m'avaient renvoyé chez moi. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais le matin de mon opération, je suis venue au travail. Sauf que d'habitude, je prenais la voiture et le métro. Mais comme j'arrivais pas à tenir debout, j'ai pris la voiture jusqu'à Lille. Et j'ai boité jusqu'au magasin. Ouais, on a le droit de dire que c'était un magasin. Et tu vois, il y avait de grands tabourets. Ouais. Tu sais. Oui, c'est ce tabouret qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, mais il était là. Et j'étais vraiment allongée sur le tabouret. C'est un tabouret de bar. J'étais pliée en deux dessus. Je ne tenais pas debout. Et c'est mon collègue qui est arrivé et qui m'a dit, mais Chloé, rentre. Mais t'as vu ta tête? Et j'étais là, limite, en pleurs de douleur. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais là en mode, il fallait ouvrir le magasin. Et il dit, mais on s'en fout, rentre chez toi. Il était prêt à appeler le SAMU. Mais le problème de cette entreprise, c'est que moi, je me souviens quand j'ai passé mon entretien, je suis rentrée chez eux d'abord en alternance avant d'être en CDI à la fin de mon alternance. Quand j'ai passé mon entretien, donc j'ai rencontré la responsable de la boutique de l'époque. Et ensuite, j'ai rencontré la DRH qui m'a dit... c'est simple, ici, quand on est malade, on vient et on tousse au travail. Voilà. Alors, effectivement, ça te met une pression de dingue. Ouais. Et en fait, c'était vraiment cette pression psychologique qu'ils avaient sur nous qui ont fait que on a clairement travaillé en pleine braderie de Lille où les horaires sont atroces. On nous a dit, tu n'as pas le droit de sortir pour aller manger, tu dois te ramener à manger, tu as 20 minutes, 15 20. Bref, un truc pas très légal. Non. Pour le nombre d'heures travaillées. Oui, surtout qu'on faisait du 9h, 20h, quoi. Limite. Ah oui, ouais, c'était ça. Et on n'avait pas le droit du tout de sortir, même pour aller acheter à manger. Ou... Juste prendre alors l'air, que quoi. J'habitais littéralement à 4 minutes à pied dans la même rue que cette boutique. Mais non, je vais ma petite tête là-bas tous les jours, puisque si on n'était que dans boutique, je n'avais pas le droit de rentrer chez moi. Et... Enfin bref, la base, c'était les arrêts maladie. Donc, on pourrait en parler des heures de cette entreprise. Mais du coup, ça, apparemment, je ne l'ai pas retenu, parce que même dans mon dernier taf, des fois, j'allais aux urgences. Je rentrais chez moi à 1h du mat, 2h. Qu'est-ce qui était au bureau à 8h30, 9h? Après, est-ce qu'il n'y a pas cette pression économique aussi derrière les arrêts maladie? Le fait qu'en France, alors moi c'est plus du tout le cas là où je travaille maintenant, j'ai plus de perte de revenus, mais là où on travaillait ensemble, un jour de manqué, c'est 3 jours de carence. Ouais. Donc forcément, quand tu es payé au SMIC, parce qu'on était clairement payé au SMIC, et moi en alternance j'étais encore moins payé que le SMIC,
T'as la pression de l'argent Donc, aussi. t'as la pression de, tu te dis, bah, t'as un loyer à payer, t'as des factures à payer, etc. Bon, après, moi, j'avais la chance d'être deux, donc c'est un petit peu moins, mais quand t'es solo, t'es vraiment moi, solo. j'ai pas eu le choix, et après, j'ai décidé de mettre ma santé au premier plan, quoi. J'ai pas eu le choix, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est soit t'es malade, mais du coup, tu gagnes pas d'argent, soit t'es pas malade, et auquel cas, ben... C'est ça. Voilà, quoi. Mais tu peux pas te dire... bah je vais pas venir. Donc je pense qu'il y a ce truc de, on avait une pression de dingue, on pouvait pas rater le travail parce que ça voulait dire plus d'évolution, t'étais mal vu par l'entreprise, c'était mort pour toi. Je trouve ça horrible, hein, parce que du coup quand t'as vraiment des problèmes de santé comme moi, tu vois, limite c'était un frein à mon évolution. Alors qu'ils auraient pu très bien adapter mon travail, eux non, ils voulaient pas du tout, c'était la rentabilité avant tout. Exactement. Enfin la rentabilité. Pardon. Putain. Quelle rentabilité. Mais je sais même plus ce que je disais. Pardon, désolée, je t'ai coupé encore. Mais ça c'est parce que je sais plus parce que c'était très drôle. Mais oui, je sais plus. Ouais, bah écoute. Je pense que c'était tout. Cette blague était beaucoup trop. Ouais. Mais ouais, du coup, faut vraiment pas hésiter à se mettre en arrêt maladie quand c'est nécessaire. Des fois, c'est le point de non-retour, quoi. Il faut le faire avant, voilà, justement. En fait, des fois, faut peut-être... Moi, c'est ce que j'ai appris, du coup, de notre expérience commune. J'ai attendu trop tard. Ça m'a mis des séquelles, quand même. Enfin, j'ai dû faire radio, scanner, machin. Enfin, pas ouf. Et au final, là, ça fait un peu plus de 2 ans, du coup, que je suis plus là-bas. J'ai carrément repris ma santé physique et psychologique en main en me disant que plus jamais une entreprise passera avant moi. Non. Plus jamais une entreprise me dira ouais mais on est une famille. Alors ça déjà, si on vous dit que c'est une famille, c'est que c'est pas une famille. Et c'est super toxique. Ouais. Mais à l'époque, nous on était là en mode ouais, la génération Z n'était pas encore passée par là pour nous éduquer. Vous êtes là, vous êtes au travail, vous n'êtes pas là pour vous faire une nouvelle famille. Ouais, clairement. Vous pouvez vous trouver des amis comme nous on a eu le cas. Ah bien sûr, mais moi j'ai plein de collègues qui sont aujourd'hui des amis. Mais c'est pas une famille, je suis désolée, votre RH elle fera jamais partie de votre famille. Hein. Non. Et puis pardon à toutes les RH, hein, mais... Ouais, le jour où Corinne de la Compta, elle peut te cracher dessus... Ah bah t'inquiète pas qu'elle le fait. Hein. Ah ouais. Dès que quand on voit... Après, il y a des collègues qui sont... Enfin, franchement, j'ai rencontré des personnes incroyables au travail, etc. Moi j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables au travail. Elles se reconnaîtront. Ah bah, moi Chloé. Mais oui, il y a pas que cette notion de oui, mais on est une famille, donc tu dois accepter que on te payera moins parce qu'en fait, on n'a pas financièrement l'argent de te payer à ta juste valeur ou à ton juste prix, que tu partiras pas en congé cette année ou peut-être une semaine parce que on est une famille, tu comprends, les effectifs ne sont pas... il y a un manque de personnel dans l'entreprise, donc tu peux pas partir en congé, mais voilà, on est une famille, t'inquiète pas, tu seras invité à la soirée de Noël. Et puis, ah bah non, parce qu'en plus, vous devez ouvrir des boutiques qui sont pas dans la région où se passe la soirée de Noël. Donc, mais on est une famille. Hein. Ouais, mais on est une famille, mais une famille de très loin, tu vois. Du coup, on vous fera un cadeau. Ouais. Un thermos. Ouais, et un disque. Qui appelle encore ça un disque. Alors, pour la génération Z qui n'a pas la rêve du disque, en vrai, c'est plus un CD. Genre, un truc CD, quoi. Mais ils savent quand même ce que c'est un CD. Le début, mais je pense pas la fin. Hein. Genre les petits jeunes de maintenant. Mais ils écoutent pas le podcast, ils ont 3 ans. Non, c'est vrai. Ok. Donc, nous, ça en est suivi notre démission. Enfin, notre rupture conventionnelle. Évidemment. Alors moi, ça a mis 2 jours. C'est simple, j'étais en arrêt maladie. 2 jours après, j'ai dit « Allô, je me casse !» Moi, ça a pris du temps. Mais en général, ça prend plus de temps. Oui. Ça a pris beaucoup de... moi, j'ai eu le temps... Ils acceptent facilement, quand même. Qui ça ? Les ruptures ? Ouais. Non, ça dépend. Désolée, mais à notre époque, on est parti, ils faisaient au moins 3 à 4 ruptures par semaine. Oui, mais dans les autres entreprises... Ah non, mais en même temps, ils ont pas le choix. Oui. C'est soit ils acceptent,
soit t'ouvres ta bouche et ils sont morts. C'est ça. Donc ils acceptent les ruptures. C'est ça. Ah oui, bah moi je suis restée longtemps en arrêt parce que j'ai eu vraiment de mal à me remettre de tout ça. Moi aussi j'étais en arrêt longtemps parce qu'après le temps d'une rupture ça dure longtemps aussi en vrai. Et mais moi j'ai dû négocier ma rupture parce que je voulais un peu d'oseille, tu vois. Et comme ils étaient pas d'accord, bah ça a mis du temps. Moi je voulais franchement honnêtement je pense que moi j'avais pas la force psychologique que toi t'as eu. Et de toute façon les médecins que j'ai vus en fait moi je suis allée très très vite avoir plein de médecins différents parce que j'ai changé de région plein de fois. Toi t'avais en général les mêmes médecins. Ouais, et moi ils m'ont tous dit genre pars. Donc j'ai fait mon arrêt maladie. Je crois que j'ai attendu genre une semaine. Ouais. Parce que mon premier arrêt il a duré une semaine et ensuite l'autre il m'a mis le max. Ouais. Et du coup ensuite j'ai dit ok je fais une rupture conventionnelle. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai fait une demande de rupture, on m'a directement dit oui. Ensuite je suis allée signer ma rupture le lendemain. J'ai en amont postulé à mon taf qui a été genre mon travail les 2 dernières années du coup. Et en fait tout s'est passé très vite en genre 2 semaines j'avais passé mes 5 entretiens et j'avais été prise. Derrière j'avais signé ma rupture. Le médecin il m'avait fait full arrêt maladie jusqu'à la fin de ma rupture parce qu'ils m'ont dit tu vas revenir. Alors comment te dire que non, je ne donnerai même plus une once de ma personne pour ton entreprise, donc non je ne reviendrai pas. Et ensuite du coup moi j'ai fait full arrêt maladie donc pendant presque 2 mois du coup le temps de faire toutes ces démarches. Moi ça m'avait vraiment cassé, du coup j'étais en arrêt, je sais plus pendant combien de temps, pendant un bon moment. Et même quand j'ai voulu quand j'ai fait ma demande de rupture conventionnelle, ils m'ont fait galérer. Hein. Ah mais toi de toute façon, tout ton arrêt maladie, ils ont respecté aucune procédure, non, aucune loi. Ils m'ont envoyé des papiers chez moi. Mais même, ils venaient me voir moi, parce qu'ils savaient que j'étais en contact avec Chloé, et que du coup Chloé égale Kim égale Chloé. Voilà. Et donc ils venaient me voir pour me demander si j'avais des nouvelles de Chloé, si je pouvais faire passer des messages à Chloé, etc. Les gars. Ils me stalkaient sur les réseaux et tout. Non mais tous, hein. Oui. Oh, c'était un enfer. Même pendant mon arrêt, je me sentais oppressée. Ouais. Ah mais ils ont été horribles. Avec toi, ils ont été Ils m'ont envoyé des courriers et tout, vraiment l'enfer. Et j'ai demandé la rupture. Et au final, ils m'ont fait galérer. Ouais, putain, ils t'ont fait faire les allers-retours. Ils sont venus, machin. Ouais, ils sont venus, un peu choqués. Ils m'ont demandé de revenir le jour où j'ai voulu signer. Je sais pas si tu te souviens. Le jour où j'ai eu l'entretien pour... À Lille ? Ouais, le premier entretien, on m'a dit non mais tu sais, tu travaillais bien quand même, t'es sûre que tu veux pas revenir ? MDR. Alors que justement, je venais de dénoncer tout ce qui s'était passé pendant toute mon expérience. En disant les gars, ça fait beaucoup là-dedans. Grave. Et ils m'ont vraiment dit en mode... Bah... Du coup, pendant l'entretien, elle m'a vraiment dit non mais tu travaillais bien, tu veux pas... Et en fait, c'est parce que j'ai su qu'en fait, ils étaient en manque d'effectifs. Et psychologiquement, c'est super dur. Et en plus, elle a refusé ma première offre. Et j'ai fait une contre-offre. Mais en fait, le temps de tout faire à chaque fois, parce qu'ils ont essayé de me mettre un faux plan pour mon rendez-vous et tout. Enfin, ça a mis du temps psychologiquement, c'est super dur. Et au final, ils ont accepté. Sauf qu'ils m'ont demandé de venir à Paris pour la signer. Un petit aller-retour. Mais un aller-retour sur 2 heures. Ouais. Ils savaient que je voulais forcément voir Kim. Si je venais sur Paris, ils ont fait en sorte que ce soit ultra express. Mais on a réussi. On s'est vu un quart d'heure. Comment ça se fait qu'on a pu se voir ? Je travaillais pas encore là, j'étais encore en arrêt moi. Ouais, je pense, non ? Bah, de toute façon, c'était en semaine. Ouais. Ouais, donc j'étais forcément en arrêt, puisqu'après, j'ai pas eu de... Et après, c'est le soulagement. Ah ouais, hein ? Oh là 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 là. Et en plus, moi, ça s'est décanté aussi, hein. 2 semaines après, je commençais une formation. 2 mois, non, même pas 1 mois et demi après, j'avais un taf. Formation, quoi, ouais. Franchement, tout s'est décanté super vite et au final... On fait des cycles, nous. Ouais. Alors, notre cycle, là... Ça va, là. Ça y est. Là, on repart sur un vrai cycle. C'est ça. Enfin... Mais ouais, et heureusement, j'étais suivie par une psy à ce moment-là. Elle m'a aidée dans toute ma démarche, dans tout l'acceptation, le fait que ça y est... Parce que des fois, on est tellement attaché à l'expérience, à surtout toute l'énergie qu'on y a mis. C'est dur, hein. En se disant, non, mais j'ai mis
tellement d'énergie, je peux pas arrêter, quoi. Je peux pas. Puis en fait, c'est bizarre, c'est un peu comme genre aimer la personne qui vous a fait du mal. C'est exactement ça. C'est super C'est exactement. toxique Ouais, comme non, mais relation. Mais en fait, l'entreprise, c'est ultra chelou. Elle nous a bien déchirés. Mais il y a forcément une partie de nous, au fond, qui voulait la défendre. C'est ça. Qui, quand entendait un truc pas bien sur l'entreprise, ça te titille. Alors, personnellement, c'est plus du tout le cas. On peut Plus leur du tout. pisser dessus. Je leur chie à l'arrêt. Exactement. Quand je vois certains commentaires sur cette boîte, je jubile. Je rigole bien. Vraiment, ouais, carrément. Mais, franchement, je connais une personne qui va écouter potentiellement ce podcast et qui va rire de ça parce qu'elle a la même expérience que nous ailleurs. Non, on n'a pas toqué. Mais laissez-nous tranquilles, les voisins. Les pauvres. Il est minuit, pile. Putain. Et oui, on tourne ça le 1er janvier. Et enfin bref. Mais en vrai, je pense aussi que moi, j'ai mis beaucoup moins de temps que toi à démissionner, enfin à demander une rupture, etc. Bah, moi, au final... Parce que en fait, j'ai vu ton expérience. Parce que toi, t'as été en arrêt maladie bien avant moi. Ouais. Mais en fait, j'ai vu à quel point ils t'ont fait la misère. Mais mon Dieu, je me suis dit, ouais, attends, j'ai demandé ma rupture parce que t'avais demandé ta rupture. Mais c'est toi qui m'as... T'es pas la seule. Bah ouais. C'est toi qui as lancé... parce que j'ai entraîné certaines personnes à partir. J'étais en train de me dire que j'allais le faire. Et comme tu l'as fait super facilement, je me suis dit, bah allez, c'est bon, je la suis. Elle a réussi, donc pourquoi moi, j'y arriverai pas, quoi. Et moi, je l'ai fait direct parce que je me suis dit, je peux pas En fait, je peux pas subir ce que tu as subi psychologiquement. Aussi parce que être en arrêt maladie, comme je vous l'ai dit, c'est une perte de revenus. Et quand tu vis à Paris, comment te dire que t'as intérêt de gagner de l'oseille parce que ton loyer va pas se payer tout seul. C'est ça. Donc, il y a plein de facteurs qui sont rentrés en compte. Et ouais, effectivement, j'ai entraîné d'autres personnes avec moi dans cette lignée de rupture conventionnelle, parce que les personnes acceptent tout. Mais par contre, j'ai jamais démarché des personnes pour... leur dire allez vas-y faut que tu partes, c'est une entreprise de merde machin. Faut vraiment que ça vienne de soi, quoi. Donc j'ai laissé chaque personne prendre leurs décisions par eux-mêmes, en fait. Tu nous as juste dit bah ça y est je le fais, du coup on t'a suivi. Exactement, j'ai expliqué ma propre expérience, après chacun c'est ça un petit peu son propre exemple, quoi. Et donc ça fait vraiment un soulagement de partir d'une situation. C'est un peu comme quand mais c'est exactement vrai, quand t'es dans un couple toxique où tu te sens pas bien, t'es malheureux, et qu'une fois que c'est fini, t'as une bouffée d'air frais, tu te dis ça y est, je peux respirer. Bah là, c'est pareil. Mais il y a moi, quand j'ai changé, du coup, en gros, je suis passée de cette entreprise, du coup, où on travaillait en boutique, au milieu bancaire. Quand je suis arrivée dans le secteur bancaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Je travaillais dans un endroit où, en fait, c'était un petit peu chacun fait comme il veut. C'était cet esprit famille, je mets un truc très gros guillemets, mais genre tout le monde se tutoie, c'est plus ou moins convivial, toxique mais convivial, où en fait je savais faire mon taf sur le bout des doigts, je pouvais le faire en étant aveugle, il y avait zéro problème, je savais exactement le matin ce que je devais faire jusqu'au soir, comment gérer les problèmes, les imprévus, etc. Vraiment, je savais faire mon taf vraiment parfaitement. Et là, j'arrive dans un travail que je ne connais pas. C'est-à-dire la nouveauté, ça fait peur, quoi. Ah ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? J'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Surtout quand tu sors d'une entreprise qui t'a un petit peu détruit. Mode, ils se foutent un peu de nous. Faut prendre confiance. Ouais, puis quand on part, ils sont là en mode, mais ils croient, ils vont partir pour aller où ? Personne va vouloir d'eux. Alors qu'on a toutes les deux retrouvé un truc beaucoup mieux. Ouais, et puis les personnes que que toutes les personnes, parce que du coup, comme j'étais sur Paris, j'ai vu vraiment toutes les personnes passer. Tout le monde trouve mieux. Hein. Oui, tout le monde. Ah, vraiment. Quand on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, elle est vraiment plus verte ailleurs. Pas toujours. Ouais, mais là, pour ce cas-là, vraiment, fuyez cette entreprise. Ouais. L'herbe, elle est plus... franchement, pire que ça. C'est dur de faire. Ça va être dur. Surtout que c'est devenu encore pire depuis qu'on est parti. Hein. Ouais. À base d'agressions sexuelles et tout. Ouais. Non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Ouais, ouf. Surtout quand c'est les grands patrons et ceux qui dirigent ça, en fait. Qui mettent la merde, en fait. Ouais, qui mettent ce climat, justement, toxique. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, franchement, partez avant qu'il soit trop tard. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez
conscience de l'importance qu'a votre santé. Et voilà quoi, l'importance de prendre le risque pour éviter sinon d'être stressé au travail. C'est ça. Parce que ça, c'est aussi un très très gros point qu'on a en France, du coup. C'est ça. Après, il peut y avoir plusieurs facteurs. Soit on est anxieux de base, et donc qu'importe la situation où on va être, dans tous les cas, on sera stressé ou anxieux. Non, tu penses pas? Bah non, parce que moi, j'allais pas travailler anxieux, enfin stressé là. C'est vrai? Je faisais de l'anxiété le week-end quand j'étais chez moi, et je n'avais jamais d'anxiété au travail. Pas une Ouais, crise je pense que ça d'angoisse. dépend du coup des anxiétés. Ouais. Ça dépend, ouais. Après, si ton milieu... Et pourtant, je travaille dans un... Enfin, j'ai un taf qui nécessite quand même... du stress, normalement. C'est un secteur qui est ultra stressant, où tu as une pression, etc. Alors, effectivement, il y avait la pression ou autre. Mais par contre, moi, je partais du principe où c'est mon taf. Genre, je rentre chez moi... Je pense que ça dépend le stress et l'anxiété qu'on a. Ça dépend de ton entourage. Moi, j'avais des collègues qui étaient trop bien. Non, mais même, je pense que ça dépend de toi, ce que tu ressens. Par exemple, si t'es agoraphobe, dans tous les cas... Oui, de quel type d'anxiété tu souffres. C'est ça, je pense. Oui, forcément. Parce que... même moi, par exemple, tu vas me mettre dans n'importe quel contexte, tu vas m'enfermer en réunion toute la journée, dans une pièce, porte fermée, avec 15 personnes. Mais tu vas pas être bien. Je vais pas kiffer ma journée, tu vois. Ouais. Moi, je vais kiffer ma journée parce que je vais me dire, waouh, il y a plein de monde pour me sauver s'il m'arrive quelque chose. Alors que moi, je vais juste partir. Voilà pourquoi je voulais aller au travail tous les jours. Ouais, c'est ça. Moi, non. Je suis mieux dans un truc. Au pire, aéré, mettez-moi pas dans une salle fermée. Ouais, forcément. Ouais. Il y a plein de types d'anxiété différents. Oui. On va en faire un sujet. Ouais, on a de quoi dire là-dessus. Ouais, carrément. Mais oui, l'impact du stress au travail, ça peut être vraiment néfaste. Bah, en fait, ça impacte le travail en général, du coup. Plus t'es stressé. Chloé a eu envie de bailler, mais j'ai ravalé mon bâillement. En fait, je me suis souvenue que c'était filmé. Sinon, elle vous aurait sorti un oh. Et tu parlais, du coup, vous pouvez pas le faire et couper, tu vois. Du coup, le stress au travail, il peut l'impacter de plusieurs manières. Dans un premier temps, ça peut engendrer pas mal de turnover, du coup, puisque les personnes, comme on l'a dit au-dessus, elles peuvent démissionner ou aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou d'autres entreprises peuvent venir les chercher. Mais il n'y a pas que le turnover. Il y a également... Ok, je savais pas si tu voulais... Vas-y. Ok, il y a aussi la qualité de production. Donc forcément, les gens, quand ils sont stressés, ils sont beaucoup moins productifs. D'où l'importance aussi de faire des pauses au travail. Il y a plein de managers qui refusent les pauses. Prenez... Alors déjà, c'est votre droit d'avoir votre pause. Prenez des pauses puisque vous serez beaucoup plus productif et ça enlèvera un peu de votre stress puisque si vous êtes sur la même tâche depuis 3 heures, c'est pas le meilleur à faire, quoi. Carrément, franchement c'est ultra important. Ça diminue aussi votre qualité de vie au travail. Voilà quoi, il y a plein de points différents. C'est un petit peu différent selon tout le monde, en fait. Chaque individu est différent, donc le stress il aura un impact différent sur tout le monde et il peut avoir plusieurs impacts. Donc voilà, après faut pas hésiter à se faire aider, justement. Ouais, carrément. Pour gérer au mieux tout ça. Mais même parfois, faire la sophrologie ou de la cohérence cardiaque grâce à une application, ça permet aussi de mieux gérer son stress. Franchement, prenez une pause. Respirer. Après, maintenant, il y a beaucoup de open space. Mais même... essayez de trouver un endroit calme. Posez-vous. Faites une méditation. Même des fois, prendre 2-3 respirations. Même si t'es dans l'open space, tu fermes les yeux 2 secondes, tu prends une inspiration en mode ok, tu t'ancres et tu te dis ok, on prend un bon petit coup d'air, c'est bon, je suis bien là. Ça peut aider parfois. Ouais, carrément. Et après, on peut se faire aider aussi de psychologue, d'être suivi, d'en parler. Ça peut aider aussi à mieux le gérer. Carrément. Si vraiment c'est quelque chose qui
qui a un impact sur votre vie, ouais, faites-vous aider. Il n'y a pas de raison à ce que vous soyez stressé comme ça tout le temps et toute votre vie, surtout quand on voit l'impact que a le stress sur notre santé physique. C'est vrai. Et le tout, c'est vraiment de se créer un espace sain et bienveillant. Ouais. Et ça peut aller de choisir son entreprise, par exemple. Oui. Choisissez une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous, qui a le même mode de fonctionnement que vous, ou du moins qui accepte votre mode de fonctionnement. Parce que parfois, vous pouvez être dans une entreprise que vous aimez, mais qui dysfonctionne totalement. Et vous vous sentez pas à l'aise dedans parce que, par exemple, ils vont être en mode projet, vous détestez, ou inversement. Franchement, faut pas hésiter aux entretiens d'embauche à poser toutes ces questions-là. Comment vous fonctionnez? Vous avez un projet, qui va le gérer? Comment vous allez le gérer? Est-ce que c'est en équipe? Est-ce que c'est tout seul? Et pour voir si ça concorde vraiment avec ce que vous aimez, ce que vous savez faire aussi. Ou alors demander de l'aide justement pour savoir comment le faire avec leur mode de fonctionnement, ça peut aider. Et ouais, moi je trouve qu'avoir les mêmes valeurs que son entreprise, ça aide. Ouais. Même vision. C'est ça. Vouloir aller... au même endroit. Ouais, exactement. Dans la même direction. Ouais, et ensemble quoi. C'est ça. Ouais. Pas oublier que... Ouais, le but c'est de former une équipe. Avec son manager et le reste de l'entreprise. Donc, c'est ça. Vous avez tous normalement le même but si c'est un environnement sain. Donc, ouais, super important. Et puis, ouais. Selon toi, Chloé, petite question pour terminer ce podcast. Si tu veux rajouter un truc. C'est vrai que tu voulais me poser des questions. Hein. Ouais, mais j'en ai trouvé qu'une. En fait, je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais faire un quiz et tout, ouais. Ça va être trop bien et tout. Mais viens, on garde pour un autre épisode sur lequel j'ai plus le temps de bosser. Du coup, on fera un quiz sur un autre épisode, ce sera plus drôle. Vas-y. Mais par contre, j'avais cette petite question de quelle est l'entreprise idéale pour toi? C'est super dur. Hein. Ouais. Celle où moi je travaillerais. Mais c'est typiquement le genre de question que vous pouvez recevoir dans un entretien. Ouais, celle où moi j'aimerais y travailler. Enfin, moi, on m'a bien demandé, genre, c'est quoi votre manager idéal? Ouais, c'est vrai. Mon entreprise idéale, moi j'ai plus grand foi en... Ouais, mais du coup, si toi demain tu devais créer ta boîte et recruter, parce que du coup, créer ta boîte, voilà, mais là t'es un peu plus solo. Mais si jamais tu crées une entreprise, tu avais plein de salariés à ta charge, etc. Quelle serait genre ton entreprise idéale? Alors pas dans le secteur, mais plus dans la gestion, ce que tu dégages, ce que tu renvoies, etc. Ou alors donne un exemple d'entreprise. Déjà, je me ferais vachement accompagner. Ok. Par exemple, à Lille, il y a une entreprise, c'était des copains de collège qui ont créé ça, c'est MOHA, M-O-H-A. Et eux, ils sont vraiment spécialisés dans le bien-être au travail. Donc eux, ils interviennent dans les sociétés, dans les entreprises pour justement apprendre les bons réflexes. Ils sont basés sur la psychologie. Par exemple, ils ont une application où tu fais un questionnaire et ils disent si ça va ou pas ta santé mentale au travail. C'est génial. Il y en a plein sur internet, j'en ai vu. C'est génial. Franchement, c'est top. Et eux, vraiment, par exemple, tu lui dis, par exemple, demain, si j'ai une entreprise, déjà rien qu'avec 2 employés, je les ferai venir en mode, j'ai 2 employés, apprenez-moi à bien faire, à bien communiquer. Et le truc, c'est qu'ils font des ateliers avec toute l'équipe. Trop bien. Parce qu'ils se disent pas... après, je sais pas si c'est comme ça sur tous leurs ateliers, mais j'avais vu une interview où ils disaient que tout le monde était un peu géré à la même hauteur, tu sais. Et c'est vraiment top dans une entreprise... C'est pas parce que t'es le chef que tu dois plus mal parler ou moins prendre de temps, justement. C'est hyper important que tout le monde soit bien. Et je trouve que leur taf, c'est trop bien. Ah, mais le être spécialisé dans le bien-être au travail. C'est la clé de la réussite d'une entreprise et de la productivité d'un employé. C'est ça. S'il se sent bien. Enfin, je suis désolée, mais pourquoi Google, ils ont mis des vélos, des toboggans, Il y a des entreprises qui mettent des salles là où tu peux crier, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Truc où tu peux te décharger. C'est trop bien. Ce genre de choses. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a des jeux. Des salles de sieste. Ouais. C'est mon rêve, ça. Hein. Mais enfin, tu vois, il y a plein d'entreprises qui... Vraiment, le bien-être ou dormir au bureau, c'est ok. Il y a des pays dans lesquels
tu t'es là en train de pianoter sur ton ordi, et puis hop, tu tapes une petite sieste, tac, ton siège il se met bien et tout. Tu fais ta petite sieste, tu te réveilles et bam. C'est en Chine, dans certains bureaux, ils ont un lit intégré en dessous des bureaux. Je sais pas si t'as vu comme ça, le midi, Après, ils mangent, ils font une sieste le midi. Comme les bébés. Je pense que selon les pays... Oui. En Chine, c'est plus pour la productivité, en mode allez. Tu vas jamais partir d'ici, tu vois, parce que tu as ton lit non, mais et là, ton bureau. Le truc que j'avais vu, c'était vraiment le midi. En vrai, j'en sais rien. Je veux pas le midi, c'est comme ça. Sur le pays, mais... Le midi, si tu voulais faire ta sieste, tu pouvais. Trop bien. C'est trop bien. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui ont l'habitude de faire des siestes, par exemple, quand ils sont en TT et tout. Ils font leur sieste du midi, il y en a, ils sont comme ça. Hein. Juste te poser, en fait. Bah ouais. Ou même, en fait, un exutoire. Parce qu'on a tous besoin de ce genre de choses pour pouvoir, en fait, relâcher la pression que des fois, t'es toute la taf. journée au taf et tu manges là dans ta petite salle de pause merdique, pourrie. Tu manges ta gamelle, là, c'est pas ouf. Des fois, t'as des bureaux, bah t'as pas de parc à côté pour te promener, t'as rien. Non. Et puis, t'es vraiment avec tes collègues tout le temps. Franchement, là, les grands sièges qui sont dans des zones industrielles, t'as juste ta salle de pause et le parking pour te balader le midi, enfin, c'est pas... Ouais, j'avoue, c'est pas l'idéal. Franchement, moi, mon entreprise idéale, ouais, ce serait aménager toute l'entreprise pour que les employés soient bien. Rien que, par exemple, le confort du poste de travail. Pareil, j'ai été dans une entreprise où on avait été formé et quelqu'un était venu sur mon bureau en me disant, bah voilà, ton écran, il est pas assez haut, tout ça. Parce que c'est bête, mais quand t'as des postes sur des bureaux, bah, tu peux vite avoir des tendinites au coude et tout. Là, ils avaient tout fait en sorte pour que t'aies pas de problème de santé à cause du travail. C'est trop bien. Et après, je ferai toutes les formations ou tous les ateliers pour le bien vivre ensemble en entreprise. Trop bien. Parce que moi, je suis pas qualifiée pour faire ça, je suis pas la meilleure, tu vois. Je pense que ça se voit, ça se dégage une entreprise qui va bien. Oui, tu c'est vois. ça. Enfin, moi, je pense surtout, alors je sais pas du tout si ça se passe bien ou pas, mais du moins, l'entreprise respire. Ils ont l'air d'être trop bien, tu vois. C'est ça. Et en plus, pour le coup, je suis allée dans leurs locaux, alors je pense que c'est leurs anciens bureaux, parce qu'ils ont déménagé il y a pas longtemps, parce que j'avais testé un de leurs déos, donc j'avais été au siège pour le récupérer. Et ouais, rien que tu rentres dans le truc, c'est cool. L'ambiance, elle a l'air sympa. Bon, après, ça reste les réseaux sociaux, parce qu'on va sur les réseaux sociaux. Tout ne peut pas être forcément vrai. Mais du moins, je pense que la nana qui a créé la marque, la Justine Otto, je crois. Je suis pas sûre de son nom, je suis désolée si je me trompe. Mais je pense que c'est vraiment une personne qui est bienveillante. Et cette entreprise, elle respire la bienveillance, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. Et ouais, c'est clairement le genre de direction. Moi, je serais trop petit soin pour mes employés. Bah, je pense que c'est un petit peu ça. Tu vois, par exemple... Après, il faut pas trop en faire, il faut quand même garder cette limite et ce cadre. Je pense que moi, je trouve que la hiérarchie, elle est ultra importante. Il y a besoin d'avoir un cadre et tout ça. Mais il faut savoir la doser. Mais ouais, et puis tu peux casser une barrière. Je pense que si les choses sont bien faites et les limites sont bien... tout est bien délimité dès le départ, tu peux faire copain-copain avec tes employés, mais ils te respecteront en tant que manager. Ouais. Si t'es bienveillant, tu seras respecté pour ton travail, et à côté de ça, tu peux être dur avec eux. À un moment, dire putain, là les gars, on a merdé, ou je sais pas. Ça. Mais derrière, ils seront en mode ouais, ok, bon bah on mange quoi ce midi, tu vois. Ouais. Parce que il y aura ce truc de respectueux, bienveillance, etc. Et vraiment le climat de confiance. Et ça, c'est vraiment ultra important pour moi. Et des trucs tout bêtes, mais on est tous humains et des fois, on a la flemme. Tu vois ? Oui. On a la flemme. Mais moi, je mettrais des jours de TT autorisés de la flemme. Tu veux pas venir, mais tu viens pas. J'ai pas envie de t'avoir au bureau, de te voir mal. Tu sais, ben genre, t'as une rupture, c'est un mauvais jour, t'es pas bien. Je viens pas pendant 6 mois. Non, mais quand même pas, tu vois, dans la limite du raisonnable. Mais quand t'as un climat de confiance, les gens sont pas censés abuser. Et puis c'est comme ça qu'ils vont se dire, bah, ils vont faire leur max pour bosser, tu vois. Oui, et puis je pense que tu te donnes plus pour une entreprise, t'as moins la flemme, t'as moins de journées de la flemme quand c'est une entreprise. Quand t'aimes bien tes collègues, quand tu te sens bien. Après oui, on a tous des journées de
ton premier jour de règles. Ouais, désolée, voilà. mais le jour où t'es au fond du trou... Tu m'envoies... tu sais, mais genre vraiment mettre un mot... J'ai mes règles. Non, mais mettre vraiment bah écoute, j'utilise un tété jour de flemme aujourd'hui. Voilà. Enfin, mais genre, j'ai pas besoin de... Tu me dis pas pourquoi. Ça veut pas dire qu'elle va rien foutre C'est ou ça. qu'il va rien foutre chez lui. Il va peut-être moins en faire parce que c'est une journée de la flemme. Mais au moins, je sais qu'il est en journée de la flemme. Ok, mais par contre, si je t'appelle, tu réponds. S'il y a un mail urgent à répondre, tu réponds. Je sais que tu seras moins productif, mais... En fait, on devrait instaurer beaucoup plus d'honnêteté dans les entreprises. Exactement. Parce qu'on est tous là comme des petits pions arrivés à des entretiens d'embauche. Ou alors on met des mythos à chaque fois. Exactement ce qu'on doit dire aux recruteurs pour être recrutés ou non. Et on leur dit ce qu'ils veulent entendre, comme ça ils sont contents. Ensuite on est recrutés. Eux ils nous disent ce qu'on veut entendre, comme ça on est content. Après on se serre la main, on signe un contrat qui dit... De gros mythos. Voilà, exactement. Qui dit qu'il y a un code du travail, une convention collective, que blablabla, toutes les heures sup elles sont payées, LDR. Ça, on rit fort, on rit bien. Ouais. Et ensuite, tu arrives au travail et là, tu déchantes. Et tu te dis, ouais, mais on m'avait pas dit ça. Mais on m'avait dit ça. Mais on m'avait... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, quand tu leur en parles, ils disent, ah bon, non, c'est pas censé se passer comme ça. Nous, on est au siège, alors on voit pas bien. Ouais. Comment te dire ? Sors de ton bureau. Exactement. Et du coup, toi, c'est quoi ton entreprise idéale ? C'est un peu ce que je viens de dire, tu vois, un peu à la Respire. Je pense que c'est une entreprise pas trop grosse. Oui, aussi, ouais. Donc pas, je m'en fous de générer un chiffre d'affaires monstrueux. Encore, je pense que tu peux générer un bon chiffre d'affaires en étant une petite entreprise. Mais pas une petite entreprise avec des salariés que je ne connais pas. Genre, j'ai envie vraiment de connaître tout le monde. De casser un petit peu cette barrière et cette image qu'on a du travail. D'essayer peut-être d'aller chercher un petit peu dans les autres pays leur manière de fonctionner. Dans les pays nordiques. Tu parlais des pays nordiques. Et effectivement, c'est un très très bon exemple. Bon, après, je pense qu'ils ont plein de choses qui doivent défailler, peut-être sur leur nombre d'heures, etc., qui seraient peut-être pas instaurables. Non, parce qu'ils commencent à faire les journées de 4... les semaines de 4 jours et tout. Et ça, je trouve que c'est trop bien aussi. C'est vraiment en termes de joie de vivre et tout. En fait, ils sont vraiment axés sur le bien-être dans les pays nordiques. Donc, je pense que j'irai chercher pas mal de choses chez eux pour essayer de faire au mieux. Et puis, en fait, juste la base de toutes les relations humaines, c'est la communication et l'honnêteté. Et tant que tout est fait, et je pense que c'est ce que je répète tout le temps, mais tant que tout est fait dans le respect, on peut tout dire et tout entendre. C'est ça. Donc je serais vraiment en mode, dis-moi, et viens, on en discute. Et vas-y, sois autonome. Je te fais confiance. Fais ce que t'as à faire. Et ouais, si ça roule, tu vois. Vraiment plus ce truc de, on se connaît, tout le monde se fait confiance. On peut passer des bons moments, on taffe ensemble. En fait, plus venez, on travaille ensemble, plutôt que vous travaillez tous pour moi, quoi. Oui, c'est la base du travail, je trouve. Je serais... Non, je rigole. Non, ouais, en vrai, j'aurais pu les féliciter pour les personnes qui ont besoin parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir de la reconnaissance, mais donner de la reconnaissance aux personnes qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance. Et en fait, un peu, tu sais, comme ce langage de l'amour, apprendre à parler le langage de chacun de mes employés pour pouvoir m'adapter, en fait, être un petit caméléon du travail. C'est ça. Tu sais que c'est dans une ancienne entreprise, j'avais fait 1 an là-bas. C'est vraiment bête, hein. Mais ma responsable, avec qui j'ai beaucoup appris, quand on faisait des bons chiffres, genre elle allait chez Action et elle nous achetait des conneries, tu vois. Mais vraiment des bonbons, des bougies, des trucs à 50 centimes, tu vois. Elle ramenait ça à toute l'équipe. On était trop contentes. Oui, parce que c'est la petite attention qui fait que carrément. T'as de la reconnaissance. Et c'était même, tu vois, c'était pas le genre, c'est la carotte ou quoi. C'était juste, franchement, on est une bonne équipe et tout. Voilà. En fait, t'es fière, quoi. Juste rendre fière tes équipes quand ils font leur taf. J'ai une coupe. J'étais trop contente. Yes. Parce qu'il y avait des challenges des fois. Et comme le siège ne nous donnait pas forcément les cadeaux qu'ils nous promettaient, elle allait nous acheter des petites médailles en chocolat, des trucs des trucs bêtes. Parce que des fois notre magasin gagnait, donc voilà. Ah oui, mais en vrai c'est... Enfin ouais. C'est des petits trucs bêtes, tu vois, mais qui font petite trop attention, plaisir. Quoi. Ouais. Puis venant de ta responsable, t'as vraiment l'impression d'être prise en considération, que ton taf il est bien fait. Et
quand on te dit que genre là, ce que t'as fait, c'est bien, c'est trop bien. Ça te donne encore plus envie de t'améliorer, etc. Et après, après, quand c'est pas bien, faut le dire aussi, je pense. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'aime bien savoir genre comment je peux améliorer certaines choses. Mais tu vois, quand t'as un climat de confiance, de bonne humeur, et quand on te parle en disant, tu vois, là, ce que t'as fait, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, tu vois. Quand on t'explique et qu'on te dit, tu vois, pour faire mieux, tu peux faire ça, et c'est trop bien. Sauf qu'il faut trouver un travail dans lequel vous êtes... Enfin, moi, perso, je veux un truc dans lequel je suis épanouie et dans lequel je m'ennuie pas. C'est ça. C'est vraiment mes 2 critères. Et genre, j'ai besoin d'être stimulée en permanence, d'apprendre des nouvelles choses. C'est trop important. Ouais, de ouf. Moi, je me fais vite chier après. Ouais, là, moi, pour le coup, secteur bancaire, tu t'ennuies jamais. Hein. Tu es tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. En termes de... Enfin, t'as plein de trucs. Donc, si tu veux t'ennuyer, tu peux, mais... Mais tes clients, ils sont là comme ça. Non, en vrai, ouais, il y a plein de trucs. Mais ouais, l'entreprise idéale, vraiment, faire en sorte que tes employés soient épanouis. Oui, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux d'être là. Moi, ça serait trop une fierté que mes employés ils me disent qu'ils kiffent leur vie, tu vois. Mais qu'ils ont envie de rester, t'imagines? Si aujourd'hui t'arrives à garder tes employés alors qu'il y a un turnover, et le jour où ils ont envie de partir, qu'ils aient pas peur de venir me voir en me disant écoute, j'ai une bête d'opportunité, ou j'ai envie moi de lancer ma boîte. Je serais trop fière. Moi je les soutiendrai dans ce qu'ils veulent parce que tu te dis pars, vole de tes propres ailes mon petit papillon. Mais c'est comme dans une de mes entreprises, il y avait quelqu'un qui était là genre depuis 20 ans. Et il a fait ses preuves. Ça fait 20 ans qu'il était responsable plus, tu vois. Oui. Et il a demandé une rupture conventionnelle pour monter sa boîte parce que sa femme était mutée dans le sud. Donc lui, il voulait partir et monter sa boîte là-bas. Monter un petit business, quoi. Ils ont refusé. Ah, putain. Parce qu'en même temps, au bout de 20 ans, une rupture conventionnelle, ça coûte une blinde à l'entreprise. Il avait fait ah oui, non, mais je suis d'accord. L'oseille, c'était aussi grâce à lui. Hein. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais les entreprises, elles voient d'abord leurs propres intérêts avant de voir l'intérêt de leurs employés. Et les pays nordiques, eux, ils ne font pas les choses de la même manière. Non. De toute façon, c'est pareil, je sais plus avec qui on voyait ça, mais genre, les pays du Nord, ils ont un taux de... En gros, je pense que c'est un truc genre 80 ou 90% des salariés sont syndiqués. Oui. C'est ça. C'est toi qui m'avais dit ça? Je sais plus, mais je l'ai vu aussi. Ah, ouais. Et alors gros, que nous, c'est ultra mal vu d'être syndiqué. Ouais, et en fait, là-bas, déjà, dans les pays nordiques, si tu veux avoir accès au CE de ton entreprise, t'es obligé d'être syndiqué. Ouais. Donc comme ça, c'est simple. Tu veux aller au cinéma pas cher? Allez hop, syndiqué. Faut te syndiquer. Et en fait, c'est ultra bien vu d'être syndiqué chez eux, alors que chez nous, t'imagines c'est un enfer, t'es syndiqué, et en plus, toi, t'es un membre du syndicat, tu dis au revoir à toute évolution possible dans ton entreprise. Et t'imagines quand même que on est syndiqué pour pouvoir juste respecter les droits, quoi. Ouais, de base, ils servent à ça. Bah ouais, t'imagines. Mais j'avoue que personne n'a envie de se syndiquer parce que t'as pas envie d'être associé à ça. Après, c'est ça. Franchement, tu sais très bien que demain, t'es syndiqué et tu veux demander une évolution de poste, tu sais, moi j'avais fait appel au syndicat justement pour notre expérience, pour m'aider à justement rupture conventionnelle, ils m'ont beaucoup aidé. Super sympa. Oui, parce que l'inspection du travail... Oui, l'inspection du travail, j'attends encore des nouvelles de mes mails. Moi je les ai appelés 3 fois et Ouais. Et on est aidés, franchement en France, bravo. Ah ouais, eux ils sont vraiment nuls. Hein. Ouais. Le système est à revoir. Je pense que c'est pas forcément les personnes qui travaillent, les pauvres, ils respectent juste ce qu'on leur dit de faire et elles sont juste pas compétentes. C'est ça. Mais je pense que le système est à revoir. Ouais, mais du coup j'avais été voir et du coup je m'étais posé la question de me syndiquer justement pour qu'ils m'aident encore plus. Tout le monde m'a dit mais tu vas pas faire ça, mais après jamais tu retrouveras du travail, tu vas être mal vu, t'imagines. Ouais. C'est un peu l'arrêt maladie, le syndicat, c'est vraiment les choses à bannir de votre langage si vous voulez avoir des bonnes relations avec votre employeur. C'est ouf quand même. Ouais. Ouais, le syndicat c'est pas ouf. Non. Enfin, pas très bien. De toute façon, quand ils débarquent, nous... Bah ouais. C'est genre... moi je vais les voir pour demander si ils ont ramené des styles. Des styles. Des petits... À chaque fois, je leur dis, moi, je voterai pour la personne qui ramène les meilleurs cadeaux. Je te jure, je leur dis... Ils ramènent des calendriers. Non. Non? Ah non. Si, nous, ils ramènent des calendriers. Ah ouais, non, ils ramènent des trucs pour les caméras, des stylos, des surligneurs, des tapis de souris. Ouais.
Des trucs que t'as, tu sais, quand t'es jeune et que tu vas au salon de l'étudiant, Ouais. mais en version adulte. Voilà. Ouais, pas mal. Ouais, c'est sympa. Je pense qu'on a fait le tour de la question, non? Ouais, je pense tu vas avoir du boulot pour faire le montage de cet épisode Et qui oui, va surtout être beaucoup Il y a coupé. beaucoup de choses à retirer. Ouais, Beaucoup de fouer. mais en tout cas... On a un peu craqué à un moment. En vrai, c'était sympa comme sujet à explorer. Ouais, franchement, ouais, c'était super bien. C'était un peu plus sérieux que le sujet du célibat ou Ouais. l'alcool, qui est Et... un peu moins sérieux que ça. ouais, c'était vraiment intéressant de parler de ça. Ouais, j'espère qu'on aura des retours d'expérience. Oui. Et des retours positifs. Genre, j'aimerais trop entendre des gens Que des gens disent, mais moi, mon entreprise, elle est trop bien, ils font ça. Ouais, ils font grave. ça. Ou alors des patrons qui disent, bah moi je fais Ouais. ça pour mes employés et tout. Franchement, Franchement, ouais. dites-nous. Ça nous intéresse Ouais. grave de savoir Envoyez comment un petit message sur l'Instagram La Vie de la Vraie Podcast. Ouais, de toute façon, vos témoignages, même si on les envoie ou on les affiche ou autre, ce sera toujours anonyme, genre il n'y aura jamais votre nom ou autre. Même c'est déjà pour nous à la base, Ouais. franchement. Rien que pour nous, j'avoue, c'est ultra intéressant de savoir Ouais. comment ça se passe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager le podcast autour de vous. Exactement. De nous suivre sur les réseaux sociaux La Vie la Vraie Podcast. Nous laisser un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si c'est possible. Et le maximum d'étoiles. Et oui, parce que vous avez de nouveau Adoré. le podcast. J'espère qu'on n'a pas perdu tous les hommes qui n'étaient pas féministes. Bah, c'est qu'il devait pas C'est être vrai là. qu'ici, ils ne devaient pas nous écouter. Exactement. Voilà, j'espère que vraiment le sujet vous a plu. Oui. On reviendra dans 2 semaines avec un nouveau sujet. C'est ça. On est... À tout moment, il y a un hors-série qui sort encore. Exactement, parce que la vie a plein de belles choses à nous apporter. C'est ça. Et puis, on vous fait Des des gros bisous. Avec plaisir. J'ai dit n'importe quoi.